l'aide nouvelle de développement du pays, c'est que la monnaie devient... Voilà, bienvenue, on a commencé l'émission, merci. Bienvenue donc sur Equinox Télévision. On va en profiter pour saluer d'abord M. Bruno Ben Moubamba. Oui, c'est le nom de cet opposant politique au Gabon qui avait cru qu'en s'acoquinant avec l'establishment au pouvoir de M. Ali Bongo, il devait non seulement en profiter pour se faire un peu de bonheur à son niveau, mais il a très vite été rattrapé aujourd'hui parce qu'on ne peut pas en même temps vouloir le beurre et l'argent du beurre, où vous choisissez de marcher avec le diable et vous suivez ses préceptes à la lettre, ou alors vous restez à l'écart. Bruno Ben Moubamba symbolisait quelque peu l'espoir au niveau de l'opposition gabonaise. Il avait donc dû être râpé par le nouveau gouvernement au sortir des élections présidentielles là-bas. Il a d'abord été fait vice-premier ministre. Bon, par la suite, au terme du dialogue politique qui est survenu de ce côté, il a encore hérité d'un autre strapontin, ministre d'État. Aujourd'hui, il a donc finalement été démis de ses fonctions, puisqu'on lui reproche ses incessantes critiques vis-à-vis d'un gouvernement, pourtant, auquel il appartient. Voilà, ça lui apprendra, et à tous ceux-là qui, sur la place africaine, tentent souvent de se retrouver dans des attelages comme cela. Voilà. On va également dire un mot en début de cette émission, puisqu'on est à Douala et à Yaoundé à l'ère des embouteillages. Et il y a la question des effectifs de policiers qui sont nettement insuffisants, certes, mais quand même, il va falloir de la part de certains commissariats de police, comme celui du 9e arrondissement ici à Douala, faire preuve d'un peu plus de conscience professionnelle. Comment peut-on comprendre leur laxisme, et leur inertie, leur absence même, au lieu même justement où ils sont situés, donc tout devant le lieu dit école publique d'Aedo, donc vers le château pour ceux qui connaissent la ville de Douala, pas l'ombre d'un seul policier dans les heures de pointe. Merci, c'est le Zénith, émission d'utilité publique sur l'ensemble du territoire camerounais et à l'étranger. Nous sommes sur le satellite. Merci encore d'être avec nous. Nous accueillons tout le panel. Charles Hamel, bonjour. Bonjour Sam Severango et bonjour à René Emmanuel Sadi. Après le positionnement stratégique de son fils, il a pensé désormais offrir des pistolets automatiques à toutes les unités, les chefs de centres unités administratives, les préfets, les sous-préfets, désormais ont des pistolets automatiques. Avis donc à ceux qui vont souvent gueuler là-bas, ils sont désormais armés, malgré le fort commandement qui les entoure. Donc les chefs de terre au Cameroun. Et c'est vrai que c'est une information que nous avons un tout petit peu survolée, la désignation d'un des fils de M. René Emmanuel Sadi comme sous-préfet. Je crois que c'est à Kribi, quelque part dans l'océan. Voilà. Donc la perpétuation des élites. Après avoir été premier adjoint préfectoral dans le centre, organiser les marches de remerciement pour les ordinateurs qui ne sont pas encore arrivés, il est sous-préfet. J'imagine qu'il a même peut-être pas 30 ans. Je ne sais pas, vous connaissez son âge, le fils de René Sadi, sous-préfet aujourd'hui. Bon, de toutes les façons, on ne va pas lui faire le procès d'être né fils de riche, fils de ministre. Bon, chacun comprendra ce qu'il voudra autour de cette information au passage. Mais Guy, bienvenue, bonjour. Bonjour Sam Séverin, bonjour à tous nos téléspectateurs du Zénith. Écoutez, un plaisir d'être là à nouveau ce matin. Voilà. Et tout à l'heure, donc, les réseaux sociaux, mais peut-être vous pourriez rappeler les contacts par lesquels on pourrait vous atteindre par SMS. Ben voilà, déjà par la page Facebook de notre émission 10-12, le Zénith, et le numéro de SMS, voilà. Le Zénith comprend également sur son panel Mbombok Mbengan Kainje. Bonjour. Bonjour Sam, l'heure est grave. La Chambre de commerce, d'industrie des mines et de l'artisanat du Cameroun vient de créer un comité scientifique de 15 membres pour réfléchir de la dimension économique du Cameroun. Sam, on veut faire des propositions parce que l'heure est grave. Hier encore, c'était le GICAM qui disait qu'il voulait être associé dans l'élaboration des politiques économiques. Lorsque la chambre, une chambre consulaire comme la Chambre de commerce y investit également, on risque, je veux dire, on risque d'atteindre le fond. Est-ce que la Chambre de commerce et les autres regroupements patronaux vont nous amener à sortir la tête de l'eau? Je pense que le gouvernement va au moins les écouter. Très bien. Les sujets à caractère économique, c'est vrai, reviennent à la surface depuis quelque temps. Donc le GICAM a donné le temps, vous l'avez dit. Et aujourd'hui, on peut, sur le plan de l'endettement sauvage du Cameroun, aujourd'hui, vis-à-vis des institutions financières internationales, regretter une très vieille époque où le Cameroun finançait la plupart de ses projets sur fonds propres.
sans avoir besoin d'aller s'endetter comme c'est le cas pour le moment. Au cours de cette édition, si on a le temps, si on a l'information qui est attendue du côté de Yaoundé au Hilton Hotel, on devrait connaître la composition donc, de ce fameux comité de normalisation très attendu à la FECAFOOT. Ils sont arrivés, les émissaires CAF, FIFA, ils sont à pied d'œuvre depuis hier et on est bien curieux, au-delà de tous les noms qui ont déjà été évoqués d'ici à là, on va en être fixé avant la fin de cette journée. Restez avec nous, le Zénith débat à présent avec l'histoire du jour et c'est avec Tendance. Bonjour. Le jour n'est pas bon, ça me sert en gros, ça cuit dans mon quartier. Mais ce point qui est devenu fou. Quand il dit qu'il est devenu fou, donc fou jusqu'à il parle seul, il disjoncte. J'ai même dit que ouais, est-ce que le père, c'est quand il parle, on entend sa voix. Bon, si tu vois l'homme là, ouais, tu vas avoir pitié de lui parce que c'est un monsieur qui est d'abord posé. On ne connaît pas à l'heure qu'il entre chez lui, à l'heure qu'il sort. Mais sa femme a fait, il a attiré l'attention des gens au quartier. Donc, il parle, après il disjoncte. Il a même dit qu'il ne savait pas qu'on appelle certaines femmes serpent à 2 têtes, mais sa femme c'est serpent à 3 têtes. Et il a dit à sa femme que je ne peux pas vivre avec une femme hypocrite. Madame, ton divorce est programmé. C'est les mots qui sont sortis de sa bouche. Que s'est-il passé? Il dit que l'autre jour, il a constaté que madame avait fait le crédit scolaire sans demander son avis. Donc une femme qui fait le crédit scolaire sans demander l'avis de son époux, ce n'est même pas que c'est le viol reste. Elle était dotée, épousée, ils ont 4 enfants. Sauf que monsieur est devenu malade quand il a su que madame a fait le crédit scolaire. Il demande le montant, elle ne dit rien. Qu'est-ce que tu as fait de cet argent? Elle ne dit rien. Je veux savoir où tu as mis l'argent. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit? Elle n'a rien dit. Mais ce qui est sorti de sa bouche ce matin, c'est que je ne savais pas que je suis obligée de te dire la vérité sur tout. C'est où l'on m'a dit que, ok, tu n'étais pas impliqué dans la rentrée scolaire des enfants parce que j'ai payé la scolarité, j'ai payé les fournitures, je veux savoir ce qui ne va pas. Elle a dit à son mari que je n'ai pas trop les comptes à te rendre. Mais si tu veux que je te parle, je voulais te dire que j'ai dépensé l'argent pour la santé de ma mère. J'ai payé l'école de mon petit frère, j'ai donné l'argent à mon petit frère pour son école, parce que son petit frère à l'université de Boya. J'ai encore l'argent qu'il va envoyer à ma petite soeur qui est à Ngwaekele, à Yaoundé. Donc papa, si on veut même couper le salaire, c'est mon salaire qu'on doit couper, c'est moi qui travaille l'argent, ce n'est pas sur ton argent qu'on doit couper. L'homme est devenu fou, Sam. Il dit que serpent à 3 têtes. On dit souvent que certaines femmes sont les serpents à 2 têtes. Mais j'ai affaire à une femme qui est serpent à 3 têtes et le divorce est prolongé. Chers téléspectateurs, pardon, le monsieur a besoin d'aide parce qu'il a fondu. Quand tu le vois, un monsieur baraqué d'ici, en quelques jours, si tu veux comme ça, il va tomber. Il dit qu'il ne comprend pas pourquoi sa femme se comporte ainsi. Donc, il est dépassé, Sam, tel que vous voyez, tel que je l'ai vu ce matin. Donc, chers téléspectateurs, s'il vous plaît, venez en aide à ce monsieur qui est dans les problèmes, dans les sérieux problèmes. Alors, Charles Amel, est-ce que ça doit faire l'objet de préoccupations de cette manière de la part de cet homme-là, si un crédit a été contracté sur la base des avoirs de la femme? Je crois qu'on a déjà traité d'une question semblable sur ce plateau. Alors, je vais vous surprendre en vous disant que cet homme a loupé le tir. Pourquoi il a loupé le tir? Dès son bas âge, il n'a pas reçu l'éducation nécessaire de ses parents. Soit c'est un enfant qui a grandi dehors, qui n'a pas reçu tout cet amour, soit alors ses parents ont été dénués de tout bon sens traditionnel, des valeurs traditionnelles. Parce qu'un homme éduque sa femme. Un homme enseigne les valeurs. Chaque femme qui vit dans un foyer reçoit les instructions de son mari et reçoit l'éducation de son mari. Il y a des femmes qui vivent dans une maison, l'homme aura beau avoir tous les appareils du monde, elle ne touchera jamais aux appareils de son mari parce que monsieur a dit, mes appareils, c'est avant tout pour moi. Il s'arrange à faire un salon pour madame. Mais là, c'est aussi. Non, Sam Sévéran, je n'ai pas dit que c'est un cas généralisé. Je dis que c'est l'exception qui confirme la règle. Je suis en train de dire que chaque homme éduque sa femme en fonction des valeurs et des attentes qui sont les siennes. Pour dire quoi? L'homme a loupé le train. Qu'une femme qui prône le dialogue,
Une femme, ou toutes les femmes qui nous disent chaque jour le dialogue devrait être sans jamais impulser, soit ces premières femmes qui n'impulsent pas le dialogue en disant à leur époux à la maison ou à son époux, chérie, je vais contracter une dette, chérie, j'ai ma femme, ma maman qui est malade, chérie, j'ai mon petit frère qui doit aller à l'université, soit alors cette femme se retrouve à demander un peu de trop et décider de prendre une responsabilité comme celle-là. Et je pense qu'en posant un acte comme celui-là, non seulement c'est une initiative individuelle qui s'éloigne de la conception du mariage, qui voudrait qu'on partage tout, soit alors elle met en péril la gestion du patrimoine familial, parce que si l'homme veut maigrir ou l'homme a maigri, c'est parce qu'ils ont des problèmes, qui ne parviennent pas à jouer, ou l'homme a des problèmes dont il ne parvient pas à jouer les deux bouts, et la femme prend une initiative comme celle-là, soit enfin, véritablement, il y a un problème de dialogue dans ce couple, où chacun gère ses problèmes, et il y a des secrets qui sont développés, ce n'est plus un mariage. Alors, restons sur le levier de l'éducation. Est-ce que Megui, déjà sur ce concept-là, vous partagez l'avis de Charles Armel, à savoir que c'est l'homme qui dicte la conduite à tenir au début d'un mariage. Il doit pouvoir imprimer la ligne qu'il voudrait voir tracée dans le fonctionnement du couple. Ah mais non, pas tout à fait, parce que à l'entendre parler, on a plus l'impression qu'il s'agit d'une certaine dictature. Or, ça ne devrait pas être le cas dans un mariage harmonieux. Je dis encore et je redis que le dialogue doit primer surtout, parce que l'homme et la femme, c'est des personnes qui viennent de deux horizons différents. C'est des personnes adultes généralement qui se mettent ensemble, et chacun a reçu une éducation. Donc on ne peut pas du jour au lendemain éradiquer ce qui est ancré en chaque personne. C'est comme une femme ne peut pas se mettre avec un homme et dire que je vais le changer. On ne change pas quelqu'un. On ne change pas quelqu'un. Quand vous vivez avec quelqu'un, vous le trouvez avec des défauts et des qualités, vous faites des concessions, vous pesez le pour et le contre. Est-ce que les défauts, puisque tout le monde en a, même l'homme qui veut forcément que la femme marche sur le sillage qu'il lui a prescrit, il n'est pas parfait. Il a des défauts et de gros défauts. Donc les deux conjoints, si on veut parler d'éducation, s'éduquent mutuellement. C'est-à-dire que la femme peut amener l'homme à s'améliorer, l'homme également peut amener sa femme à s'améliorer. Et ça ne passe pas par la dictature, ça passe par beaucoup de patience. Mais très souvent, on bascule, si je vous suis, là, dans une querelle de leadership aussi. C'est-à-dire que, comme chacun veut donner des leçons à l'autre... Non, il n'est pas question de donner, il n'est pas question de donner des leçons. Parce que dans un couple, quand il y a des frustrations, ça pollue l'atmosphère. Donc, on doit pouvoir trouver un terrain d'entente pour que les choses se fassent et de façon à ce qu'il n'y ait pas de frustration, soit d'un côté comme de l'autre. Pour le cas d'espèces, selon l'histoire du jour de tendance, on a une femme justement qui contracte un crédit scolaire. Bon, en fait, le crédit scolaire, c'est vrai que c'est pas comme un prêt où demain elle sera, je sais pas, elle n'est pas sûre de rembourser puisqu'elle prend son crédit scolaire. Elle ne contracte unilatéralement sur ses avoirs personnels. Ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien parce que ça montre que dans le couple, il y a une absence de communication, de dialogue et de cohésion. Normalement, même si le crédit scolaire est retranché, en fait, on va lui couper chaque fois un peu de son salaire pour pouvoir amortir ce crédit-là. C'est vrai que le mari ne se sentira pas touché personnellement dans ses finances, c'est elle qui se sentira touchée, mais pour la cohésion du couple, pour que rien ne soit fait secrètement par l'un comme par l'autre, il faudrait qu'elle dise à son mari, écoute, étant donné les charges que nous avons déjà pour nos enfants, moi aussi j'ai quand même certaines charges du côté de ma famille, peut-être maman qui est malade, mon petit frère qui a besoin d'un petit soutien, si tu ne peux pas t'en sortir tout seul, vraiment, est-ce que je peux prendre un crédit scolaire pour pouvoir aider aussi d'autres personnes? Moi, je crois qu'elle aurait fait ça, que ça n'aurait peut-être pas causé de problème. Voilà, Mbombo Began, vous comprenez l'attitude de cet homme-là, son courroux provient de quoi dans cette histoire? D'abord, je pense que l'homme est en train de prendre une bonne décision, Sam. Lorsqu'une femme fait ça, elle vise le divorce. C'est tout. Elle vise le divorce. Maintenant, je ne lui fais pas de reproches. Moi, je termine là où Megui je commence là où Megui a terminé. Mais pourtant, c'est une bonne chose, non, que de contacter un crédit, c'est pour le bien des enfants. Regarde ce qui s'est passé. Elle n'a pas contacté le crédit pour le bien des enfants. Elle a menti d'abord à la banque et à son employeur. Elle a contacté un crédit parce que maman, parce que mon petit frère va aller à l'école, parce que... Et ici, l'homme s'est occupé de la rentrée scolaire de ses enfants. Sachant sûrement que l'homme sait que les avoirs de son épouse ne sont pas généralement aussi élevés. C'est pour ça qu'apparemment, il ne s'est pas véritablement impliqué. C'est que peut-être madame s'occupe généralement des tâches domestiques à la maison, le gaz, je ne sais pas moi quoi. Mais
il sait qu'il s'est engagé pour la rentrée scolaire des enfants. Donc, c'est pour ça qu'il se rend donc compte que même dans sa belle famille, contrairement à ce qu'on pense, c'est l'homme qui oriente la vie de la famille, ce n'est pas la femme. La femme vient en appui. L'histoire où on dit non, la femme vous a deux, ça n'a jamais existé. Le dialogue pour vous n'a pas de place. Non, c'est le dialogue, mais c'est l'homme qui décide en dernier ressort. En cas où vous n'arrivez pas pu vous entendre, l'homme décide en dernier ressort. Et les femmes, que ce soit en Europe, au Japon, en Afrique, vous devez apprendre que c'est l'homme qui décide en dernier ressort. Je prends un cas simple qui s'est passé ici. Vous allez voir un mari, un homme qui était d'obédience catholique, la femme était de l'église protestante. Comment on contactait ce mariage? Je vous prends là pour les premiers intellectuels camerounais. Parce que ceux qui ont eu le siècle, la première fois ils allaient à Foulassi pour certains, d'autres faisaient l'école primaire supérieure de Yaoundé. Et je commence par là pour comprendre. Lorsque ces deux se connaissaient dans la ville ou bien dans leur lieu de service, il fallait maintenant aller au mariage. Les familles s'asseyaient. Vous qui êtes catholique, l'autre qui est protestant, vous allez harmoniser comment? On ne laisse pas les deux dire que bon, comme moi je suis de l'église presbytérienne, vous êtes catholique romain, bon, nous voilà. On vous dit, il y aura votre épouse qui est catholique romaine, il y aura des chemins de croix, comme elle est, il faut entendre. L'homme aussi sait qu'il est là. Voilà comment on harmonise. Et en fin de compte, même le maire vous dit, même le choix, l'homme décide en dernier ressort, parce qu'il n'y aura jamais un référendum entre les deux. Oui, vous dites bien en dernier ressort, quand il y a blocage, maintenant, quand on met les bases de règlement d'un problème ou de, je ne sais pas, de gestion d'une situation, je crois qu'on doit requérir aussi l'avis de la femme au préalable. Absolument, on requiert son avis. Si vous dites bien son avis, et nous avons dit, eux-mêmes le disent, non? D'un grand homme, on sait qu'il a une grande femme. Voilà. Alors, mais la femme est derrière, n'est pas devant. Il faut faire la part des choses entre discuter et décider. Voilà. Je discute avec, mais la dernière décision me revient. Ça veut dire que vous pouvez tomber d'accord. Oui, absolument. Je suis en train de dire, je discute avec. Elle donne son avis, je mets le bien. Mais la dernière décision, on ne verra jamais. Vous n'allez jamais entrer dans une maison, on toque à la porte, c'est la femme qui prend la parole la première. C'est l'homme qui prend la parole le premier pour pouvoir exprimer. Donc cette fausse égalité, je ne veux pas rentrer dedans. Sans capter tout. L'homme s'énerve parce qu'ils ont eu à discuter. L'homme est surpris du fait que ce qu'ils se sont dit. La femme n'est pas étrangère à la gestion de la rentrée scolaire. Bon, l'a dit, elle a menti. Elle a menti lourdement à son employeur et je crois qu'il faudrait que les employeurs commencent à enquêter véritablement sur la finalité des crédits scolaires. Ah oui, aujourd'hui, est-ce qu'elle a menti à son employeur? Elle a menti à son époux parce qu'elle voulait régler les crédits scolaires. Est-ce que c'était le fond de l'affaire? La femme a menti, donc le crédit scolaire, c'était pas pour... Ce n'était pas pour les enfants. Okay. Elle n'a pas menti, elle a fait son crédit scolaire pour ses propres affaires. Quand on a su, il a commencé à aboyer. Mais quand même, la femme a appuyé sur déranger, on ne refuse pas. Parfois, quand l'homme aussi fait quelque chose qu'on constate, on pardonne. Quand il commence à dire que le divorce est programmé, ça veut dire que c'est un chantage. De deux, je ne suis pas derrière toi, parce que souvent je supporte les femmes, aujourd'hui je ne te supporte pas. Tu pourrais me le dire, tu manques sur le montant. Tu peux me prendre un crédit scolaire d'1 million, tu viens, tu dis que ouais, bé, j'ai pris le crédit scolaire de 500 000 francs. Tu mens. Si tu lui dis, ça ne va pas l'énerver comme ça l'énerve maintenant. Mais l'homme ne doit pas faire comme si elle avait tué quelqu'un. Elle n'a pas tué quelqu'un. Tu dois écouter, dire que ok, c'est comme ça, les femmes, n'est pas entrer dans les détails. Si on coupe le salaire, c'est son salaire. Ce n'est pas le salaire de l'homme. Je crois que dans l'histoire, il y a rupture de confiance et tendance. Lorsque la confiance n'est plus de mise, je crois que c'est une preuve suffisante pour envisager la séparation. Peut-être pas le divorce, mais d'abord, vraiment, il faut une séparation pour que la femme comprenne dans sa tête qu'on ne fait pas ça quand on est une dame. Non, rien que pour ça. Non, c'est absolument. Vous banalisez la femme. Rien que pour ça. Tendance souhaite que l'homme comprenne que Vanké n'en passe pas un coup. Oui, mais généralement, j'essaye toujours de relativiser. Je dis bien pour qu'on ne se méprenne pas sur ma position, que je ne suis pas pour le fait que cette femme ait pris cette décision sans consulter son mari. Quelles peuvent donc être les conséquences d'une telle décision de sa part? Une telle décision, c'est déjà
voir une rupture de la confiance déjà, beaucoup de frustration dans le dialogue, dans le couple, pardon. C'est-à-dire qu'il y a un mari qui va se dire que ok, sa femme fait des choses derrière son dos, ça veut dire qu'elle est capable de pire. Elle est capable de pire. Mais je veux dire quand même qu'il y a également une attitude comme celle-là peut découler aussi d'une certaine attitude du mari. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est vous qui dites qu'on est en Afrique, où on prône le communautarisme. Ça veut dire quoi? Le fait qu'on soit marié ne veut pas dire qu'on fait une scission entre nous, entre notre famille, c'est-à-dire mari et enfant, et notre famille génétique, parents, frères et sœurs. Maintenant, on a une femme qui est mariée, qui est peut-être l'aînée d'une famille, qui a des responsabilités, même si elle est mariée. Elle ne peut pas rester insensible face aux douleurs de sa famille. Elle a un petit frère qui doit aller à l'école, elle a des petits frères qu'elle doit, elle doit scolariser, elle a une maman qui est malade, mais je suis désolée. Si ce monsieur avait peut-être tenu compte du fait qu'à côté de ces enfants-là, il y a une autre famille, parce que c'est vous qui dites que la famille africaine, c'est pas que le mari et les enfants. Il a également sa famille à lui, il a la famille de sa femme. C'est des personnes qu'on doit aider, ça dépend des moyens du couple. Maintenant, si c'est qu'il n'a pas eu peut-être de sollicitude envers la famille de sa femme, et que cette dernière, elle est prise au coup, elle est prise elle a besoin d'aider sa famille. Elle fait quoi? Elle fait quoi? Moi je dis, il peut se fâcher, il a raison de se fâcher, mais il doit pouvoir discuter avec sa femme et lui dire, je ne voudrais plus que ce genre de choses. Il est de faire le chantage. Oui, mais allez, attendez, je peux chuter. Oui, chuter. Voilà, aller jusqu'à demander le divorce, je ne pense pas, parce qu'il y a des choses pires que les hommes font que les femmes. Et qu'on pardonne. Donc aller jusqu'à demander le divorce, franchement, c'est lourd. C'est lourd. Et dire en fin de compte qu'il faudrait que les employeurs fassent des enquêtes. Je suis désolée. Il y a des personnes qui travaillent dans des entreprises qui n'ont peut-être pas d'enfants. Quand on dit crédit scolaire, on implique, on retranche dans ton salaire. C'est toi qui as le principal, c'est toi qui vas assumer. Donc il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, mais qui scolarisent leurs petits frères, ça sert aux mêmes fins. Alors je dois rappeler que sur ce sujet qui est d'importance, on va enregistrer vos messages qu'on peut lire juste à la fin de cette rubrique-là dans quelques petites minutes, puisque le problème se pose en termes de rapport de confiance dans un couple quand vous avez affaire à une femme qui sur votre dos, alors même que vous avez déjà parlé de ça, va quand même contracter un crédit, dit-elle, destiné aux enfants, mais qui va servir à tout à fait autre chose. Je crois que pour un homme normal, il y a lieu de penser au pire, puisque cette femme-là n'a rien compris aux principes fondamentaux du mariage. Charlemagne. Pour rester dans le contexte de la globalisation et de la vulgarisation qui sied bien à Megui, je pense qu'à chaque époque, c'est mœurs, dit-on. Si nous sommes en pleine période de rentrée scolaire, d'où vient-il que vous n'avez pas encore aménagé, vous n'avez pas encore donné la stabilité à vos propres enfants, que vous êtes en train de régler autre chose? Alors il faut se poser la question, Sam Severa. Est-ce que cette femme ne rentre pas en contre-courant? Véritablement, elle est en train de le faire, Sam Severa. J'ai dit, il y a une discussion préalable. Quand vous voyez la colère de cet homme, il y a une colère où certainement l'homme a dit... Peut-être aussi qu'elle avait l'assurance que l'homme, le mari, il va assurer la rentrée. Une femme connaît quand son mari a de l'argent et quand il n'a pas. Elle connaît, elle connaît. Toutes les femmes sont des psychologues des experts en psychologie très élevés. C'est des parapsychinétistes même, les femmes. Ça, il faut le dire dans le foyer. Parce que la femme sait lire, elle sait voir, elle sait entrevoir. Cette femme a osé, elle a osé au mauvais moment. Elle a osé à la mauvaise heure parce qu'on est en pleine rentrée scolaire. Soit ils sont en location par exemple, il faut régler certaines charges fixes, il faut payer la scolarité de l'enfant. L'homme estime que c'est une dépense de trop. Non pas qu'elle ne devait pas le faire, elle devait le faire, mais à un moment. Parce que pour maintenant, ça dépend aussi si la dépense est toujours utile au bon fonctionnement de la maison. Hein, parce que... On dit souvent que quand quelqu'un commet une erreur, on rejette l'erreur, mais on ne rejette pas la personne. Si monsieur prend sur lui jusqu'à prendre les décisions à appliquer, ça veut dire qu'il avait les autres choses dans la tête. Comprenez aussi que nous, même les femmes, nous avons un cœur. Si elle venait peut-être dire à son mari que, comme tu vois là, mon petit frère qui va aller à l'université de Boya, on fait comme il allait dire que, toujours moi, ta famille là, comme tu ne travailles pas, mieux peut couper court. Même en coupant court, elle n'est pas en sécurité. C'est ton argent. C'est la soeur de mon frère, non? Pourquoi tu t'agites? Tu ne dois pas t'agiter. Tu oublies, tu sais que madame a fait ci, tu peux punir madame en disant que comme tu as pris et fait telle chose sur toi,
sache que voici comment je vais me comporter la prochaine fois. Tu peux me la punir en disant que la prochaine fois, ne me demande plus l'argent pour aller te coiffer. Bon, peut-être que dans le cas d'espèce aussi, on quand je change les choses de la maison, un régime de séparation des biens. Parce que Sam, ouais. Parce que l'homme ne doit pas trop regarder. Quand on refait les meubles à la maison, ça entre dans quel compte? C'est pas mon argent. Non, il faut rendre compte. Il faut pas quand j'achète les draps, non, madame. Sam, quand j'achète les draps à la maison, quand je refais les meubles, ouais. ça entre dans quel compte? C'est la sueur de mon front. Je ne demande pas ton avis. Pourquoi tu ne parles pas? Quand je réachète les plaques à sable, je refais tout dans la maison. Ça entre dans mon compte. C'est ton argent. C'est mon argent. Alors, vous comprenez l'attitude de ces femmes qui réagissent un peu comme tendance sur ce plateau. Comment est-ce que, parce qu'elles sont nombreuses de plus en plus dans cette logique. J'ai suivi une émission de Regard Social, je ne sais plus à quel moment, effectivement, une femme avait parlé comme vous en disant que la loi dit que, le droit dit que, lorsqu'il y a séparation de biens, lorsqu'il y a communauté de biens, Sam, le droit ne règle pas les problèmes sentimentaux. C'est justement ce que les Occidentaux ont du mal à comprendre. Ils ne le connaissent pas, c'est pour ça qu'il y a un fort taux de divorce. Un fort taux de divorce là-bas chez eux. Précisément, nous, on faisait comment? On vous apprend, le garçon. Lorsque vous vivez 6 mois avec une femme, elle vous connaît au détail, Sam. Vous allez vivre 10 ans avec cette femme, vous n'allez jamais la connaître au tiers. Oh, c'est ça, c'est ce qu'on dit. Donc c'est pour cette raison... Parfois, elle fait 2-3 jours avec vous, hein, comment ça elle peut vous dire connaît jusqu'au détail. Vous allez vivre la 10 ans, vous ne connaîtrez même pas votre épouse au tiers. Donc en réalité, et on le conseille, que lorsqu'on va à la mairie, on dit, lorsque votre mari vous donne 1000 francs pour la ration, gardez 200 francs. Ça veut dire donc, vous partez sur cette base-là. Pourquoi vous dites donc aujourd'hui qu'en dernière analyse, celui qui décide, c'est vous deux, s'il ne vous écoute pas, alors que vous acceptez que c'est lui qui rationne en premier. Non, mais donc, voilà un peu les messages. Bon, allez-y, oui, d'abord ce que vous voulez dire. Alors, moi, les hommes en Afrique ont un problème. C'est-à-dire qu'ils pensent que, comme on dit être homme, chef de famille, c'est cette posture-là. C'est l'homme qui décide en dernier ressort. C'est-à-dire que l'homme peut faire ce qu'il veut sans rendre compte à la femme. Non. On ne vous dit pas que la femme vous exige des comptes. Mais je vais vous dire, en cas de décès, ça c'est un truc, en cas de décès, quand on parle d'héritage, l'héritage inclut même les dettes. On est d'accord? Actif et passif. Voilà. L'héritage inclut même les dettes. Ça veut dire quoi? Il y a des hommes qui vont contracter des dettes sans dire à leurs épouses. Ils vont faire des choses sans dire à leurs épouses. Et cette dernière... C'est le mauvais mari, là. Mais c'est donc pour ça que c'est donc pour ça vous revenez donc à ce que je voudrais dire, que vous devez, autant que la femme, rendre compte de ce que vous faites. Mais combien d'hommes le font? Combien d'hommes le font? Parce que justement, sur leur piédestal... Non, je vous réponds. C'est parce que la femme n'amène pas l'homme à le faire. Non, pourquoi vous rejetez tout sur la femme? Quelle est la femme qui n'aimerait pas que son mari lui dise, écoute chérie, aujourd'hui je voudrais contracter un prêt parce que... Voilà une de l'histoire du jour. Voilà une contestation ce matin. Les femmes sont intuitives. Je dis, si cette femme a eu ce comportement, on n'a pas les antécédents de ce couple. Vous ne savez pas ce qui l'a poussé à faire ça. Si elle avait un mari... Non, mais si elle avait un mari, je ne suis même pas sûre que cet homme-là aurait réagi de la sorte si elle avait utilisé cet argent pour aider sa famille. Je vais reconnaître votre argumentaire. Le mariage, il y a 2 jours. la dot ne finit pas. Ça veut dire que l'homme est prêt à doter. C'est-à-dire que c'est que sa belle-mère. Vous savez combien de femmes, quand vous parlez de dot, on a l'impression qu'il n'y a que les hommes qui donnent à la famille de la femme. Vous savez combien de femmes prennent en charge aujourd'hui les problèmes de leur belle famille? Pourquoi vous parlez de la dette comme si... Les femmes qui prennent en charge représentent 2 à 3% de la masse, je le dis. Il y a un monsieur qui a eu l'AVC il n'y a pas 3 jours, Sam Sévérin, parce qu'il a découvert que sa femme avec qui il vit, avec qui il partage tout, a construit une mini-cité du côté de Yassa. Plus précisément en face d'un colbon, du quartier colbon, l'autre côté. Je vous donne l'endroit, il a eu l'AVC. Lorsqu'il a découvert que sa femme s'est lancée. Il en est mort? Non, il n'est pas mort. Il est vivant. Sa femme lui a dit que elle voulait lui faire une surprise pour son anniversaire. Vous imaginez jusqu'où? Et n'oubliez pas cet adage qui dit, lorsque la femme veut faire du mal, même le diable s'assoit pour prendre des notes. Pour prendre des notes. Et c'est pour qu'elle est femme. Pour dire Sam Sévérin que la femme est capable de tout. Si l'homme qui connaît à 1% sa femme s'énerve pour ce cas, ça suppose qu'elle a pris la quelques messages, mais rapidement.
Ok. Voilà, je ne vois pas pourquoi cet homme doit envisager chasser sa femme, parce que cette femme n'a pas voulu déranger son mari. Elle prend son propre crédit pour aider sa famille. Un homme ne doit pas trop regarder ce que sa femme fait avec son argent. C'est un homme ou une femme qui parle? C'est un homme. C'est un homme. Oui, Liberman depuis Bonamoussa dit. Qu'il nous excuse, il n'a pas compris les règles du mariage. Pourquoi il n'a pas compris? C'est sa conception, hein? Oui. C'est sa conception, il faut la respecter. Oui, la suite. L'institution du mariage. Voilà, dans la tête de nos sœurs, l'argent de la femme, c'est pour elle et l'argent de l'homme est pour le couple. Et dans ce cas, l'homme a des obligations avec son argent et la femme est libre avec le sien. C'est Arsène. Je crois que c'est ça le problème de fond dans l'histoire aussi. L'argent de la femme. C'est pour elle-même. C'est ça. Je pense pour ma part que si la femme au niveau de son foyer a des explications à donner à son mari, considérer pardon, le crédit scolaire est une avance sur salaire. Merci, c'est au photobo de Douala. Ce monsieur est ingrat. À la rentrée scolaire, il doit s'occuper de ses enfants et des frères et sœurs de sa femme selon leurs moyens. Si cette femme le fait, elle connaît le mauvais cœur de son mari et il n'a qu'à divorcer, elle ne mourra pas. C'est en général la famille de cette femme qui prendra la charge de lui-même demain. Une fille ne doit pas rester et voir sa famille souffrir. Ce monsieur ne sait pas occuper de ses maîtresses et son bec qui parle, et j'ai 64 ans. Encore une fois, on est vraiment totalement éloigné de la conception du mariage. Toutes ces considérations sont éloignées. Bon, je voudrais qu'on nous... Bon, on va à la fin de l'émission rappeler les principes fondamentaux qui guident toute bonne relation de couple. Vraiment. Il dit que ce qui m'étonne encore les nerfs, c'est que le monsieur ouvre sa bouche. Il dit à son épouse que est-ce que tu étais impliqué dans la scolarité des enfants? Même si elle n'était pas impliquée, elle était impliquée dans la scolarité de sa famille. Quand même. Un dernier message, Megui, avant la colère. Voilà, on a Cédric Imélé depuis Tchang. Je regrette les points de vue des hommes sur des sujets qui concernent la femme. Nous défendons tous notre statut africain, mais cela ne nous donne aucunement le pouvoir de banaliser la femme. En tant qu'hommes, nous sommes tous soumis aux mêmes droits et devoirs. Arrêtons donc de penser que lorsque tout se passe mal dans un foyer, c'est la faute à la femme. 80%, c'est la faute à la femme. Lui-même, il ne sait pas. Il ne maîtrise pas les rois du mariage en Afrique. C'est ça point de vue. Bon, on va passer à la suite. C'est la réalité. Merci beaucoup. La suite, c'est la colère. Et nous avons pour ce vendredi choisi d'aller donc vous faire promener dans les dédales, on va dire les méandres, les artères d'une des villes les plus célèbres au plan historique au Cameroun, qui était un des points de développement choisis par le passé et qui aujourd'hui n'est plus que l'ombre d'elle-même. Cette ville-là, la ville de Nkonsamba, est donc l'objet de la colère de Charles Armel de ce jour. Je m'interroge sur la question de l'abandon de la ville de Nkonsamba. Nkonsamba. Que devient Nkonsamba, l'ex-troisième ville du Cameroun? Qu'est-ce qui se passe en Nkonsamba? Posez la question aux personnes qui y sont nées, ou y ont travaillé, ou y ont étudié, qui vivent encore dans ce qui était la troisième ville du Cameroun. Elles vous répondront dans une large majorité, si ce n'est en cœur, que la ville de Nkonsamba est maudite. Personne ne semble comprendre comment cette ville, qui était sur plusieurs aspects, notamment la qualité de la vie considérée comme la première du Cameroun, soit tombée si bas. Quelle est la raison pour laquelle on a éclaté cette ville en 3 arrondissements distincts? Comment comprendre le fait que la troisième ville du Cameroun ait perdu ses atouts, restant de fait avec les reliques d'un passé glorieux? Comment comprendre le fait que la ville de Nkonsamba soit devenue cafardeuse, nébuleuse, tumultueuse, montagneuse et verdâtre? Comment comprendre qu'elle dégage à ce jour une effluve mélancolique nostalgique? Comment comprendre le fait que le centre-ville de cette cité, jadis troisième ville du Cameroun après Yaoundé et Douala, soit frappé par une dégradation avancée de la voirie urbaine, nid de poules rivalisant avec Dodane et les langues de chat? Comment comprendre le fait que Nkonsamba soit à ce jour sans adduction d'eau publique ni éclairage public? Savez-vous que le premier goudron
d'une dizaine de kilomètres date des années 70 et est l'œuvre du célèbre maire Ngabo, et que le dernier chantier de bitumage date de 1997 avec l'arrivée du délégué du gouvernement Ngolongama. Savez-vous que les entrepôts sont vides et les usines à café à l'abandon? Comment comprendre que Konsamba soit dans cet abandon total alors qu'il est l'un des rares chefs-lieux de département qui abritent des services qu'on ne retrouve que dans les capitales régionales, à l'instar de l'agence de la BEAC, les services régionaux, des cadastres, des domaines, du contrôle des finances, de la comptabilité matière de la trésorerie générale. Savez-vous que l'ancienne gare ferroviaire de Konsamba n'est plus que l'ombre d'elle-même, pourtant au lieu de toutes les attractions économiques de la région où se concentraient toutes les activités économiques? Comment comprendre que personne ne semble comprendre ce qui arrive en Konsamba? Comment comprendre cette guerre qui se livre harmonieusement les Bamileke et les Bakaka, autochtones et halogènes de la ville de Konsamba? Comment comprendre que l'hôtel de ville de Konsamba est même le domicile de fonction du premier magistrat municipal du chef du département du Mongo, broie du noir et souffre du martyr, jusqu'au manque de toilettes? Savez-vous que la ville de Konsamba brille par une absence d'entreprise et d'emploi, pas de cadre de divertissement pour les jeunes, initiatives privées et publiques inconsistantes, voire rares, donnant lieu à un exode massif? Savez-vous que même l'aéroport de Konsamba a été enterré dans cette décrépitude programmée? Savez-vous que le domaine de l'aéroport n'est plus qu'un triste souvenir parce que bradé par des hommes sans foi ni loi? Savez-vous qu'en Konsamba, que ce soit au quartier 6, à Baresumtou, à Abattoir, Lélé, on urine sans gêne n'importe où lorsque l'envie se fait sentir? Savez-vous que l'incivisme des populations a pris le temps de construire son nid dans cette localité jadis classée parmi les 5 grandes villes du Cameroun? Savez-vous que la majeure partie des institutions telles que le lycée, l'hôpital, l'Aigle du Mungo, ce club mythique, le stade de Baresumtum, l'église évangélique du Cameroun qui a implanté à Ndounger son école de formation des ouvriers du Seigneur, l'église catholique avec ses œuvres missionnaires dans le collège Jean d'Arc, ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes? Ah, Konsamba, Bolandier. Voilà, très bien. On est donc là dans le Mungo, région du littoral, mais il en est de Konsamba comme de bien d'autres villes au Cameroun qui sont tombées en désuétude et peut-être Bombok Bengan, la résultante d'une malgouvernance et d'une mauvaise approche dans le domaine de l'urbanisation au Cameroun. Oui, dans le domaine de l'urbanisation, certes, mais davantage dans le domaine de l'orientation des choix économiques. Le Cameroun est un pays agricole, Sam. Et Konsamba représentait, je n'allais pas dire le grenier, mais on ne serait-ce que sur le plan du café, représentait un pôle important. Or, le développement dans notre pays depuis les années 1960 est fondé sur ce qu'on appelle les bassins de production. Le sud-ouest est un grand bassin de production de cacao. C'est ça qui orientait les routes là-bas, qui devrait orienter les routes là-bas. Ça n'a pas été le cas. Konsamba et le Mungo, un grand bassin de production du café, ça devait orienter et ça avait donc orienté, y compris la voie ferrée en Konsamba. Or, nous avons un président de la République aujourd'hui qui aurait dû continuer cette lancée-là parce qu'il y avait la fête du café en Konsamba toutes les fins d'année, au moins pendant une semaine, où le café, l'arabica, le robusta produisait par an, il y a 40 ans, 150 milliards de francs. Le café seulement en Konsamba, 150 milliards de francs. Aujourd'hui, c'est l'ombre. Donc, un Konsamba qui était à l'époque... Où allait tout l'argent produit par le café de Konsamba? Ça allait justement non, ça allait dans ce qu'on appelle l'organisation agricole. Il y a eu la Midevive, il y a eu le Fonader même, parce qu'il y avait la banque qui coordonnait les travaux agricoles, s'appelait Fonader. Donc, il y avait une banque qui était agrémentée pour cela. C'est pour cette raison, il disait tout à l'heure que la BEAC, comment je vais dire ça, amène à construire en Konsamba une agence, au même titre que Garoua, Yaoundé et Douala, et Bafoussam également. Or, Konsamba aurait pu servir de levier dans l'industrialisation agricole que nous parle le président de la République aujourd'hui. Or, il a désorienté
les choix. Il n'existe plus de voie ferrée en Konsamba depuis des années. Cette fête du café a disparu complètement. Et maintenant, l'encadrement agricole même a disparu précisément parce que l'Office national de commercialisation des produits de base a été, j'allais dire, dilapidé et liquidé pour la plupart. Donc voilà. Donc Konsamba qui tombe en ruine, les stades, les routes, les édifices publics. Bon, on va tout à l'heure revenir à vous, Charles Hamel, pour les responsabilités très claires, à quel niveau elles peuvent se situer. Mais tendance, déjà, quand on va même déjà pour Konsamba aujourd'hui, je crois que c'est déjà un parcours de combattant que d'arriver. Quand vous commencez à... Moi, ça fait longtemps que je ne suis plus allé, mais je crois que vous faites la route. Comment tu as su? C'est mon fief, je n'ai pas en Konsamba, Consto. J'ai comme les quartiers là-bas, quartier Bonanjon. Mais quand on parle de Konsamba, le village de Prince d'Engalmois, le village du grand trésorier, si veut commencer à citer, ça remplit la liste du bas. Le village de Junior et Yango, qu'est-ce qui se passe dans ce village-là, dans cette ville? À l'époque, on disait que Konsamba, c'était la ville des femmes. Troisième ville, donc ça venait après Douala Yaoundé, c'est ça? Absolument, c'était une commune, on l'appelait à l'époque commune de plein exercice. On disait que c'était la ville des hommes d'affaires. Où sont les hommes d'affaires de Konsamba que je n'entends même plus parler d'eux? Réveillez-vous, ils sont où? Ils sont tous là, ils sont cadres. Nous avons eu David Billet. David Billet, c'est quelqu'un de Konsamba. Nous avons... le prince de Galmois, ne l'oublie pas. Non, on va l'oublier. Lui au contraire. C'est pas un homme d'affaires au premier niveau. Hein. Dans tous les cas, nous reviendrons. Konsamba, mon andé. Quand j'étais petite, j'ai dansé la chanson jusqu'à... J'ai déchiré au moins 3 pantalons chez King Kong là-bas dans mon village. De 2. Moi, je me dis que Konsamba, je te dis parce que le café ne produit plus. Le cacao, ça ne produit plus parce que à notre époque, quand mon père achetait encore le café dans les zones de Brousse du Mungo, Djombe, Penja, Ndjongo, Mbanga, à l'époque là ça vivait. Mais aujourd'hui là ça ne donne plus, c'est mon point de vue. Moi je me dis que ça ne donne plus parce que tout ça là ça ne produit plus rien. Donc pour qu'un Konsamba encore la zone de Mungo là revient encore en forme, on doit encore nous revendre le café et le cacao. Aujourd'hui tu vois les anciens planteurs, ils n'ont plus rien ça. On vient prendre le cacao, ça combien le kilo? Je ne me retrouve plus dans mon pays. Tout à fait. Alors, on va revenir tout à l'heure, peut-être évoquer ceux qui sont aux commandes de la ville, mais peut-être déjà commencer par situer les responsabilités, Megui, au niveau de l'élite ressortissante du Mongo. Bon, il y a même fait Samuel Ebois, il était bien de Konsamba, il me semble. Oui, avant lui, Kwabi et Wane, effectivement. Voilà. Beaucoup de fortes têtes quand même si, bon, celles-ci n'étaient pas davantage destinées à développer leur ville, mais quand même. Le jeune Belam Belaïlè du Mongo. Voilà, c'est ça, oui. Il était même à Soma et tout. Moi, je me suis rendue à Konsamba, c'était vraiment en passant. Hein. Il y a un mois, quand même, j'ai été frappée par la ville. Moi, je m'attendais à autre chose parce que généralement, je passe juste sur l'axe d'eau quand je me rends du côté de l'ouest. Mais cette fois-là, je suis entrée et je suis allée dans le centre-ville et je m'attendais à quelque chose de quand même un peu plus grand, d'un peu plus grand. Et j'ai demandé, mais c'est ça le centre-ville de Konsamba? On m'a dit oui, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Et donc, on parle justement de la 3e ville du Cameroun, c'est-à-dire à l'époque, après Yaoundé, Douala. Et on se dit quand même qu'il y a un problème. Il y a un problème qui est des villes comme Bafoussam, Garoua, Ngaoundéré, Kribi, Limbe. Mais la 3e ville, c'était à l'époque post-indépendance. Oui, c'est ce que je dis. Ça remonte à très longtemps. À très longtemps, c'est ce que je dis. Pas si longtemps que ça. Mais je dis quand même qu'on aurait pu avoir mieux. Vu même la position de cette ville-là, ce n'est pas si éloigné de Douala, c'est entre deux grandes villes. On a Bafoussam, on a Douala, tout à côté, il y a vraiment, c'est dans un état d'abandon, même le centre-ville. Ce n'est pas la route. La route, je ne sais pas s'il y a 1 kilomètre de goudron bien fait là-bas à l'intérieur. Je ne suis pas sûre. Bon, c'est à ce niveau qu'on peut donc questionner la responsabilité des magistrats municipaux. On a érigé une communauté urbaine en Konsamba, parmi celles qui ont été instituées à Edea et Bolova également. Alors, le bilan de cette communauté urbaine, peut-être Megui en 2 mots, par exemple, avant de voir ce que font les maires, parce qu'il y a un Konsamba premier, je crois un Konsamba deuxième aussi. Oui, voilà, le bilan ne peut être taxé que de catastrophique. Catastrophique, il n'y a rien.
Il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui des élites. Oui, on va dire qu'il ne revient pas forcément aux élites de développer leur ville d'origine. Mais est-ce que les budgets ne sont pas votés? Les budgets doivent être votés. Les budgets, est-ce qu'on peut avoir une mairie qui n'a pas de budget? Les budgets doivent être votés, mais maintenant, le plus important, c'est de savoir à quoi est-ce qu'a servi cet argent. Et généralement, c'est comment ça se passe. Alors, Charles Hamel, dans l'inventaire, le réquisitoire en règle, c'était un parfait pamphlet que vous avez adressé donc à cette ville aujourd'hui. Les responsabilités pour vous incombent à qui en premier? Sam Sévérin, à l'égoïsme et à l'égocentrisme. À une certaine époque, la ville était tenue par les Grecs, avec les Bamileke qui géraient les affaires. Lorsqu'il y a eu la chute des produits des rentes, les Grecs se sont retirés, nous avons eu Zouvelos, on a eu les Gorzonians, c'était eux qui tenaient véritablement l'économie dans cette zone. La politique, le gouvernement, notamment impulsé par le chef de l'État, n'a pas permis la reprise rapide. Lorsqu'on chute, Sam Sévérin, dans un domaine, c'était l'agriculture. Il fallait absolument qu'on se lance soit dans l'élevage. Les terres, nous sommes sur des terres, n'est-ce pas, volcaniques, des terres qui sont assez fertiles. On pouvait passer à un autre type de projet qui pouvait véritablement être rentable de ce côté. Nous n'avons eu personne. Je peux vous dire que lors de la période de lancement des GIC avec Feu Kodok, le ministre Kodok, la zone du Mungo n'a pratiquement pas bénéficié. C'est d'autres zones qui ont bénéficié beaucoup plus à Zanaga Maritime et tout, aux gens qui ont parté donner des fonds pour les gens faire le tour à Zanaga Maritime ne produit rien, mais pourtant ce sont eux qui ont été les premiers bénéficiaires de cette affaire de GIC lancée par Feu Kodok. Je quitte encore de là pour dire, Sam Sévérin, que vous avez les Bamileke et les autochtones qui sont livrés en disant, vous avez tenu, vous n'êtes pas la native d'ici, nous on veut reprendre nos choses. C'est comme ça que l'aide du Mungo est d'abord tombée, véritablement. Ils ont pris plusieurs successions qui ont amené à la déchéance. Il y a eu un passage à vide complet. Ils ont dit qu'ils vont reprendre. Et c'est ça, c'est devenu... Quelle est la composante sociologique qui est davantage représentée là-bas? Nous avons les Bamileke qui sont en terre, nous avons les Baneka, nous avons les Bataka, nous avons les Ekante. Ils sont nombreux, Sam Sévérin, qu'on retrouve dans cette zone. Mais j'estime que tant que ces deux parties ne vont pas s'asseoir, vous avez d'un côté les Bamileke qui disent que, je suis obligé de le dire, parce que le fonds tribaliste, on est obligé d'en parler au Cameroun. Oui, allez-y. Ils ont dit, c'est notre vie, nous allons faire. Mais malheureusement, depuis qu'ils sont assis, ils ne parviennent pas à tenir. Voilà la ville. Vous avez, je pense, Consamba 3, qui est tenu par El-Hadj Oumarou, si je ne me trompe pas. El-Hadj, l'homme du BGFT. je crois. Voilà, l'homme du BGFT. Oui. Malheureusement, on ne voit pas. On ne voit pas le travail qui est effectué. La ville est dans un misérabilisme total, aussi physique que psychologique. Il n'y a rien à faire. Or, je pense que la mairie pouvait, à travers des cadres d'épanouissement, mettre sur pied un ensemble de projets qui pouvaient booster le développement et même l'État du Cameroun encourager. N'oublions pas qu'on a les plus grands services, les services qu'on ne retrouve que dans les capitales régionales. Et à l'époque même, à notre époque même, Sam, quand j'avais mes 22 ans, 23 ans, quand mon machin te copain, on disait que maman, le gars qui t'a dragué les dos, on dit que c'est un gars d'un con. C'est tout le monde qui disait que maman, c'est que tu as la chance. Oui, maman, c'est que tu es les gars d'un con. Les gars d'un con, les mamans, c'est les gars qui sont bien. Les gars que les parents sont lourds, eux-mêmes les hommes d'affaires sortent de là. Est-ce qu'on peut faire le bilan depuis le temps de Emmanuel Ngolongama jusqu'à l'actuel délégué du gouvernement? Essayons quand même de questionner leur action en quelques minutes. Oui, leur action est comparable à celle qu'on trouve ici à Douala avec Toné, celle qu'on trouve à Edea avec Normalement, c'est le même. C'est-à-dire qu'ils ne se battent pas pour avoir, je veux dire, la décentralisation effective, pour implémenter une politique de développement dans leur ville. Mais ça me fait davantage, parce qu'il a avait quelque chose tout à l'heure, non, ça ne s'est pas exactement passé de cette manière-là. Lorsque il y a eu la chute des produits de base, comme on disait, mais il y avait l'ONCPD qui supportait un certain nombre de choses. Il s'est posé un problème de tribalisme, mais ce n'est pas ça qui est à l'origine. Précisément parce que Aïdjo avait fait remplacer les commerçants grecs en donnant du crédit à nos frères Bamileke, par exemple, pour substituer les commerçants grecs. C'est ça. Donc, en fait, ils n'ont pas, je vais parler de tout le monde qui a eu ce crédit-là, qui n'a pas pensé au pays, c'est-à-dire dans la forme d'industrialisation. Nous sommes devenus des commerçants. Je pense qu'on a vu un invité qui nous le disait ici dernièrement, qui essaie d'amener les opérateurs camerounais en Italie pour rentrer en joint venture. Donc, nos hommes d'affaires camerounais n'ont pas pensé à faire un tissu économique.
Je parle là de Dissaké, je parle de tout ce monde qui était à ce moment-là. Donc, on a tout abandonné, mais la politique, ce n'est pas les hommes d'affaires qui ont annulé la voie ferrée qui allait en Konsamba. Or, le café... C'est la guerre, c'est en 1911 qu'on a arrêté le chemin de fer par rapport à la guerre. Bon. Non, dis donc, puisque ça a continué. Est-ce qu'on a quelques messages concernant le cas de la ville de Konsamba? Parce que ceux qui nous regardent, que vous soyez à l'étranger ou de n'importe quel endroit au Cameroun, ou même en Konsamba dans le Mungo, si vous souhaitez dire un mot sur la décrépitude très avancée de cette localité, parmi celles qui sont délabrées au Cameroun. Mais on a voulu s'attarder sur ce cas puisque c'était un beau fleuron à l'époque, il y a quelques dizaines d'années. Voilà, on a Emmanuel justement de Yaoundé qui nous dit que Konsamba avait trahi Ernest Wandier et ne verra donc jamais le bonheur sans prière. Peut-être qu'un bon boc. Les évêques avaient organisé une prière, les évêques du Cameroun avaient organisé une prière. N'oubliez pas aussi le phénomène du chien noir. L'histoire, je suis un peu Le chien noir, le chien noir qu'on avait enterré, tous les habitants de Konsamba avaient juré sur cette affaire de chien. Après le maquis, concernant qu'il fallait absolument combattre tous les maquisans, on a eu enterré des chiens noirs, il y a eu des prières de délivrance et de purification même de Konsamba, mais jusqu'aujourd'hui... Vous comprenez le rapprochement qu'on peut faire avec Ernest Wandier? Absolument, je comprends, mais à deux niveaux. Le premier niveau, précisément, c'est que la bourgeoisie bamileke avait du mal à montrer qu'elle soutenait Wandier ou pas, ou Monseigneur Ndogmo. Voilà le problème qui s'est posé sur le plan politique. Ce qui fait que Yaïdjo voulait avoir la position de la bourgeoisie bamileke. Donc, et jusqu'aujourd'hui, elle n'a jamais été claire. De telle manière que même en 70, lorsqu'on fait ce procès, d'abord, le Monseigneur Ndogmo est condamné et il eût été l'intervention du Vatican. Je ne sais pas, je pense que le pire aurait été vécu. Donc, il a donc été amené à être en exil au Canada. Donc, en fait, voilà le problème qui s'est posé. C'est le politique d'habitude qui a pensé que Konsamba était une ville acquise à l'opposition et il fallait laisser pourrir. Et il y a donc des batailles aussi entre les hiérarques du RDPC sur place. Je crois qu'il y a toujours un conflit concernant une dame, une certaine Françoise Samé, je crois. La femme de l'honorable, la femme de l'honorable Samé. Oui, mais ces combats-là, c'est des combats d'arrêt-garde. Comme il y en avait eu, M. Kolo Basile qui est là, il a été directeur de la médecine communautaire au ministère de la Santé publique. Mais tout le monde sait que la médecine communautaire n'avance pas. L'hôpital même manque de réactifs. Voilà. Donc, mes médecins, il a été au cadre directeur de la médecine communautaire. Mais allez voir, c'est que comme on a transformé les dispensaires en centre de santé intégré. Mais que valent les dispensaires là-bas? Ils n'arrivent pas. La ville de Konsamba qui se meurt, bon, on peut vers la fin de cette chronique citer quelques autres villes semblables qui connaissent le même. Dans le même qui était dans le, il y avait un Konsamba, il y a Beya, il y a Ezeka. Donc je parle des villes qui avaient un essor industriel laissé par les Allemands et les Français après. Donc voilà. On peut ajouter Ebolova à cette ville. Et vous avez oublié Ndungé. Parce que je me souviens quand j'étais petit, on disait que quand une maman, si ton père est malade, on dit qu'il est dans quel hôpital? Il est à l'hôpital de Ndungé. Partant Ndungé, maintenant on voit. Il y avait Ndungé, hôpital Basse. Ils ont une dette de l'hôpital Banca de Bafan, voilà les trois hôpitaux. C'est la même chose dans Eboleva, comme il y avait l'hôpital de Nonga, il y avait l'hôpital de Nonga, là, Eboleva, des missionnaires, mais également les centres unis un collège, tout à fait, collège unis de la même année, donc c'est tout de Ndungé, et on a laissé abandonner ces trucs-là. L'hôpital de Ndungé, l'hôpital Banca, l'hôpital Basse, voilà les trois hôpitaux que j'ai connus. Sam Sévérin, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faudrait que le ministre du Tourisme démissionne. Il devrait démissionner pour la simple raison qu'une ville comme Konsamba, aujourd'hui on accepte que cette ville soit descendue, il devrait démissionner parce qu'il n'utilise pas les compétences naturelles, il ne met pas les services, n'est-ce pas, il ne met pas au service des populations, les compétences même qui lui sont données par la nature tout simplement. Nous avons les magasins de Gorzounia et Zouvelos qui sont encore là, ça peut être des lieux touristiques pour raconter l'histoire de la ville. Nous avons le bataillon d'Altéry Sol qui est en Konsamba. On peut utiliser ça. Il y a encore les vestiges. Non, les deux grandes montagnes, le Mont Monaco et le Mont Mademboba. Il peut mettre ça au service du tourisme au Cameroun. On en a besoin. Allez visiter ce qu'est devenu aujourd'hui le chemin de fer Sam Sévérin. Vous allez vous rendre compte. Est-ce que vous avez fait un tour à Loum Chantier? Si vous arrivez dans la zone de Loum Chantier, un endroit où on avait arrosé,
de Napalm, je dis tout au niveau de la gare routière, on avait arrosé de Napalm, on avait tué les gens de ce côté. Tout cet endroit est noir encore jusqu'à aujourd'hui. On peut mettre cela comme des sites touristiques que les gens viennent voir pour essayer de se remémorer l'histoire du Cameroun. Donc je pense que le ministère du Tourisme ne fait pas son travail. À ce niveau seul, le tourisme peut faire entrer générer de l'argent qu'on s'en va. Merci beaucoup, Charles Lamel. Je comprends que vous vouliez tout simplement interpeller le ministre d'État, Bello Bouba Maïgari, parce que vous le savez, la culture de la démission n'existe pas chez nous. Il est bien trop à l'aise sur son fauteuil. La preuve, c'est que il ne se fait même pas voir en réalité, Bello Bouba. On ne sait pas s'il existe toujours dans cette équipe gouvernementale. Il est bel et bien en charge des questions de tourisme. Mais la faute, ce n'est même pas à lui. Peut-être on ira demander à celui qui les nomme, parce qu'il n'a pas demandé forcément à être là. Aujourd'hui, le tourisme au Cameroun, pour le cas de Konsamba et bien d'autres villes, c'est totalement des années en arrière, hein, puisque nous avons des personnes qui, lorsqu'ils partent du Cameroun, reviennent des années après, se rendent compte que tout est en train de tomber en ruine. Voilà. Merci beaucoup. C'était la chronique, la colère de Charles Armel ce matin pour parler de la décrépitude nettement avancée de la ville de Konsamba, jadis présentée et reconnue comme la troisième ville du Cameroun. Aujourd'hui, je ne sais pas quel est le classement qu'on peut lui coller. Elle n'est même pas parmi Elle les n'est même pas. 20e. Elle n'est même plus. Ça ouais. Même 20e, non, ça ne vaut plus la peine. Voilà. Jusqu'à ce qu'on ait réhabilité. Vous avez vu le dernier bitume date de 1970. Voilà. C'est Ngolonga qui a fait encore 10 km. 10. Voilà. Donc, en 97. Konsamba de Samuel Leblanc, Konsamba de Prince Dédié Yangon, Konsamba de Tamé Massoma, Konsamba même aussi de David Bilé, le jeune Bella Bella, ancien ambassadeur du Cameroun en France, aujourd'hui ministre des Relations Extérieures, qui n'est pas n'importe quel président de la Cour suprême de Mungo. Konsamba de Raymond Tchenga aussi, il a grandi. Konsamba de deux autres ministres qui sont certainement de l'Ouest, mais qui ont grandi en Konsamba. Voilà, merci, c'était La Colère. Voici la suite en chanson avant la deuxième partie de ce programme. Voilà, merci beaucoup. Donc on est revenu sur ce plateau pour la suite du Zénith de ce vendredi. Il faut dire que c'était à la suite de San Fantoma, Zimo de Nelson Mandela, le titre Émotion, d'une très belle époque aussi dans la chanson rythmée du Makossa. C'est un grand monsieur qui a fait beaucoup de choses même à l'étranger. Il a d'ailleurs été régulièrement repris, y compris par des chanteurs ivoiriens. San Fantoma est l'un des candidats déclarés à la nouvelle élection programmée ce samedi pour la nouvelle société à naître du droit d'auteur. Mais ça va être bien compliqué parce que c'est une assemblée électrique, Charles Lamel, qu'on annonce au Palais des Congrès. J'annonce qu'il est 9e au hit parade en Afrique de l'Est. Il a encore chuchoté jusqu'à ce jour en Afrique de l'Est. Oui, San Fantoma. San Fantoma en Afrique de l'Est, plus particulièrement au Kenya et en Namibie, où il fait trop de concerts, plus de concerts maintenant, parce que là-bas, il est encore adulé, il est le Michael Jackson de ce côté. Il chante sans dédicace. Il se rapproche un peu de l'heure. Il chante sans prononcer les noms des gens. Voilà comment on chantait à l'époque. Il y a même mon nom dans la chanson, la Sam. Il m'a fait les dédicaces au départ. Parce qu'on n'avait pas prêté attention. Surtout Sam, son ami Mbende. Sam Mbende ne comprend pas pourquoi il n'a pas poursuivi dans leur lignée qui parlait de la fusion-absorption. Donc ils ne comprennent pas pourquoi cet enfant a abandonné la lutte. C'est comme ça qu'ils ont dit. C'est une ambition. Vous savez, les ambitions personnelles aussi. Ils rêvent d'être président. Donc ceux qui sont pour cette fusion-absorption, CMC SOCAM, ne veulent pas voir se tenir l'assemblée de ce samedi au Palais des Congrès. Donc le sous-préfet de Yaoundé 2e, d'après nos informations, a déjà donné l'accord pour que l'affaire se tienne. Puisque qui dit sous-préfet dit quelqu'un qui relève de l'administration centrale. Donc il ne pouvait pas faire autrement. Sûrement que l'ordre est venu du ministère pour dire il faut autoriser cette affaire. Mais attention, en 2008, dans les mêmes conditions, Sam Bende et ceux qui étaient avec lui s'étaient fait arrêter sur ordre de Amatutu Mouna. Donc il faut quand même qu'il soit assez prudent. C'est ce que Jean-Pierre Sommet voudrait. Lui aussi, Jean-Pierre Sommet a signé un communiqué hier où il demande aux autres artistes de venir faire du bruit pour que le sous-préfet les mette aux arrêts. Sam Severa, lorsque vous essayez de parcourir quand même les thèses, vous vous rendez compte que je crois que l'initiative ou le chemin suivi par Sam Bende n'était pas mauvais. C'était pas mauvais que d'aller sur ce chemin-là. Mais comme il y a des gens
mettant tapis dans l'ombre qui ne cherchent que leurs intérêts. Tant qu'il y aura le trouble, ce sera divisé pour régner. Bon, mais l'État leur a demandé d'oublier d'autant plus que... Non, on ne peut pas dénier les droits fondamentaux des gens. Sam Bende dit que le ministre des Arts de la Culture n'a pas suivi les instructions données par le Premier ministre. C'est pour ça qu'il reste arc-bouté sur le Bon, maintenant, comme c'est le même gouvernement Bombok, c'est-à-dire que le ministre des Arts et de la Culture procède aussi de l'action du Premier ministre. Donc, s'il fonce, ça veut dire qu'il a sûrement l'option. Donc, on est dans la situation de Amatou Toumouna en porte-à-faux avec le Premier ministre. Quand on fait des décisions de la Cour suprême, est-ce qu'ils vont Ça, c'est le débat. C'est ça même le débat. On oublie tout, on recommence à zéro. Il faut quand même que les gens acceptent aussi de tout reprendre à zéro. Maintenant, on verra bien ceux qui seront à Yaoundé ce samedi. Bon, auront ça me servira avant de chuter. Vous pensez que le problème, c'est les textes ou c'est les hommes? C'est les deux. Mais dis 2 ou 3 messages avant la revue. Voilà, donc on a Emmanuel Kamching de Kongsamba, justement, qui nous dit, ce monsieur, à propos de l'histoire du jour de tendance, hein, ce monsieur ne voulait plus de sa femme, il profite juste de la situation. Serge également, qui nous révèle qu'il partage tout avec sa femme, et tout dépend de la base de leur, en fait, de l'union entre 2 personnes. Et à propos du monsieur, il dit que c'est juste un salaud. Ça, c'est le gros mot. Très bien. Sophie, dans un couple, on prend des décisions ensemble, personne n'a le dernier mot. Sophie de Bonamou. Qui parle? C'est une dame qui parle. C'est une dame qui parle. Somme sévérant, je dis discuter n'est pas décidé. Lorsque même on arrive chez vous, vous avez des étrangers qui arrivent, la première question qu'ils posent, est-ce que papa est là? On veut voir l'homme de la maison. C'est avec lui qu'on échange. On n'a jamais dénié le fait pour la femme de proposer, d'échanger avec son mari, mais ce n'est pas à elle que revient le dernier mot. Mais bon, quand vous voulez toujours avoir le dernier mot, vous les hommes, sachez que la femme est intuitive. La femme est intuitive, donc elle a un peu plus de sagesse. Vous savez, quand vous avez même une petite fille que vous élevez, comme c'est notre cas, même à 12-13 ans, la femme a déjà plus de sagesse que l'homme. C'est pour ça que nous avons dit toujours que la nuit porte conseil. C'est-à-dire que l'homme, la femme vous souffle à l'oreiller. L'histoire que tu vas régler la samedi à Pouma, sache que voilà la situation. Mais pourquoi vous décidez donc toujours en dernier ressort sans plus les C'est précisément lorsqu'il y a 2 points de vue, on ne va pas faire un référendum entre 2 personnes. C'est l'homme qui décide en dernier. Est-ce que vous savez que parfois vous discutez au salon, vous êtes en train de discuter d'un débat, c'est elle qui vous rappelle dans la chambre, où elle laisse tomber expressément gobelet. Vous vous levez pour rentrer dans la cuisine et vous dites attention, tu es en train de faire l'erreur. Va et rajuste-toi. Et tu ressors, tu te rajustes. Est-ce que c'est dit qu'elle est déniée, qu'elle est méprisée? Non, c'est les femmes qui prennent tout au premier degré. C'est les femmes qui se battent inutilement sur des sujets ou à travers des phrases au premier degré. Non, la femme est là pour accompagner son mari. Absolument. Elle est là, la femme n'est grande que devant son homme, Sam Sévérin. Je suis d'accord. Et la femme, on a dénié que la femme est message, Vous vous contredisez. Non, c'est contredit pas. En tout cas, il y a donc cet téléspectateur qui n'a pas signé son message, qui nous dit que voilà, que l'homme n'a pas toujours raison, et il faudrait souvent s'en remettre à la décision prise par les femmes parce qu'elles sont très intuitives. Absolument. L'opinion est mise par la femme. C'est ce qu'on fait tous les jours, mon frère. Oui, mais sauf qu'il faut faire attention. Quand vous dites radicalement que l'homme a toujours le dernier mot, il peut arriver. Ça dépend des situations. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous avez dit que vous n'avez pas compris. Disons que c'est l'homme qui valide la dernière décision. Voilà, c'est l'homme qui rend public la décision prise. Si vous voulez, voilà le mot qu'on veut. C'est l'homme qui rend public la décision. C'est la femme. Ça change tout. Parce que vous avez mal compris. Là, ça la décision que la femme lui a soufflé. L'homme va prendre une dernière décision sans toutefois frustrer madame. Absolument. La femme aime quand on la cajole. Absolument. La femme aime même les éloges, pourquoi pas? C'est ce que nous La femme avons n'aime pas quand monsieur aboie. Quand monsieur aboie, elle ne peut pas même, ce n'est pas Non, bon. le terme aboyer même n'est pas bon. Oui, monsieur doit aller avec madame Molo. La femme aime être dorlotée. La femme aime quand on lui parle posément, en la regardant dans les yeux comme mon amour. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Tu n'as pas besoin de venir dire que le ciel se rebelle. Donc l'homme doit aller mollo en prenant la femme comme son bébé. C'est mon amour de femme, mon amour, mon épouse, la mère de mes enfants. Dis-moi tout mon cœur. À aucun
la sueur, il va me dire le sucre de mon tapioca. Ma chère, qu'est-ce que tu veux mon cœur? Dis-moi. Pourquoi vous parlez doucement? Mais quand tu commences à parler fort, la femme se sent frustrée, elle ne se sent plus en sécurité dans son foyer. Voilà. Elle en face d'elle un mari dictateur. Voilà. Ça ne marche pas. Merci, on vous le concède, madame. La suite, donc, c'est avec les réseaux sociaux à présent. Je suis d'accord avec toi. Merci Sam Sévérin. On va aller donc dans la revue des réseaux sociaux et on va en premier lieu parler de cette communication faite par les patriarches du Fundi, les signataires Zing Mebenga, André Roger et Wenda Azege Robert et Mbiama. La résolution sommaire ou partielle d'un problème posé, qu'ils viennent revendiquer cela, Sam Sévérin. N'oublions pas que le 10 octobre 2016, ces mêmes patriarches, par la voix de Nambelezili, se sont levés pour dire que leurs terres sont confisquées et revendues, se sont levés pour dire qu'ils ne sont pas, ils ne reçoivent plus les billets, n'est-ce pas, du 20 mai, la célébration du 20 mai. Pourtant, le boulevard est installé sur un lieu mythique, notamment le Fundi, un lieu mythique et mystique. Ils ne sont plus associés dans les grandes sphères de l'État, notamment le secrétariat général du RDPC qui était leur chose à eux. Ils ont dit que le Sénat, ils s'attendaient à avoir un fils encore du centre-sud-est être assis au Sénat. Rappelons-nous de ces termes qu'ils avaient employés. Et rappelons-nous de la réaction qui s'en était suivie, notamment celle d'André Mamafouda, celle de Bangabois, celle, on va citer comme ça, de Charles Tundi, voilà, rappelons-nous de comment ils avaient réagi jusqu'à le vilipender. Lors du décès d'un notable, Voktinga, ils sont arrivés, lorsqu'on Nambelezibi est arrivé, tous sont partis. C'est les mêmes patriarches qui hier vilipendaient au Nambelezibi, qui sont signataires encore. Ça veut dire, Sam Sévérin, que s'il n'y a pas la déstabilisation interne à l'intérieur de ces Je crois que ça doit être dénoncé avec la dernière énergie parce qu'ils sont bien plus dangereux que ce qu'on pointe du doigt aujourd'hui comme les sécessionnistes. S'ils veulent créer leur propre État dans la région du sang, ils ne parlent même pas de toute la région du sang, ils parlent du Fundi. Ça veut dire les Erundo qui sont tapis là-bas, dont on peut se demander ce qu'ils ont même déjà fait pour le Cameroun aujourd'hui. Alors, mais que peut faire le chef de l'État? Est-ce qu'il peut être... est-ce qu'il peut réagir à cet appel finalement? Il peut réagir à cet appel, mais sauf que la réaction peut être de tout genre. Réagir ne veut pas dire accéder forcément à leur doléance. Parce que moi, c'est ce que je disais tantôt hier. Tant qu'on aura des réactions qui sont basées sur des accointances tribales comme celle-ci, c'est-à-dire que oui, on a libéré les prisonniers anglophones, libéré aussi les... très mauvais mélange. Voilà, libérer aussi les prisonniers, ça sonne tellement mal, ça sonne faux, c'est une réaction de trop et vraiment qui peut être considérée comme de la poudre qu'on jette sur le feu dans une période comme celle dans laquelle nous vivons actuellement dans notre pays, une période assez critique. Je dis quand même que venant des patriarches qui pourront nous dire demain qu'ils sont pour la paix au Cameroun, pour une certaine stabilité et cohésion sociale, c'est très grave. C'est très grave. Qui ne peuvent pas faire le distinguo entre les infractions relevant de l'opération Épervier et ce à quoi on assiste dans la crise anglophone. Le détournement de deniers publics, c'est un crime. Tout à fait. C'est un crime. Crime économique. Voilà, c'est un crime économique parce qu'on sait très bien ce qui découle comme conséquence de ces détournements-là. Il y a des familles qui sont spoliées de leurs biens parce que la majorité, en fait, la grosse partie des finances reviennent à quelques personnes pendant que la majorité croupit dans la misère. Donc, vraiment, qu'on dise que oui, il faut libérer les prisonniers de l'opération Épervier, comme ça, tout simplement, c'est tellement léger. C'est facile. Alors, pendant qu'on y est, on va demander à tous les chefs traditionnels de la région du Sud aussi de se regrouper et demander la libération de Ondondo. Voilà. Roger Belinga, les chefs traditionnels de l'Ouest Cameroun, et ceux d'Assemblée pour libérer les Encore il y a un chef traditionnel qui est en prison. Ça sonne faux, Sam Sévérin. Ça sonne faux. Ce n'est plus de la diversion, mais je crois que c'est là. Vous avez employé le bon mot. Voilà les gens qui veulent diviser ce pays. C'est des gens qui veulent diviser ce pays. Je pense qu'il serait temps qu'on commence à les interpeller. Pendant longtemps, lorsqu'on calcule pendant presque 15 ans, c'est le ministre du Fundi
qui tenaient les rênes dans ce pays. On peut citer l'ensemble de tous ces ministres qui ont tenu les rênes. Pour un peu qu'on les demande de se reposer un peu, de laisser la place aux autres. Ils font plus du chantage politique. C'est du chantage politique qu'ils sont en train de faire. Rappelons-nous de la première lettre qui avait été envoyée. Aujourd'hui, comment cette lettre a-t-elle fait pour être signée? Quels sont ceux du Fundi qui sont tenus? Est-ce qu'ils dépassent ceux du Nord-Ouest? Je pense, ou du Sud-Ouest. Je pense que c'était même l'occasion pour le Sud-Ouest de rédiger un autre mémorandum pour demander la libération de son chef traditionnel. Ils n'ont ni fait. On pouvait réclamer sa libération. Encore qu'aujourd'hui, le chef de l'État continue même de leur accorder beaucoup de faveurs. On peut le voir. Il maintient au gouvernement la plupart de ses ministres du Fundi qui ne font pas les résultats. Les plus impopulaires, André Mamafouda, Laurent Serge Tundingwa, Philippe Mbargamboa. Il est aux côtés du président alors qu'il n'avait pas déjà réussi à bien gérer le ministère des Sports. Aujourd'hui, il les maintient sur la base des mêmes raisons, mais ils ne sont pas rassasiés. Ils en demandent encore. Mais la majeure partie même, la majeure partie des services centraux sont sur les terres, que les talons, on les reverse l'argent. Est-ce qu'ils ne sont pas à l'aise avec tout cela? Voilà, la deuxième information. La deuxième information, donc on va basculer du côté de Yaoundé, où les résultats relatifs à l'élection du président du comité de normalisation de la FECAFOOT sont attendus ce jour. Voilà, c'est à Yaoundé, aux prises donc Gilbert Kadji et Joseph-Antoine Bell, hein, qui sont présentés ici comme les plus sérieux. Donc voilà, les internautes s'interrogent sur justement les profils des deux candidats et tout. Certains qui ne sont peut-être pas assez bien enseignés se demandent si Gilbert Kadji devrait figurer. Ben oui, parce que c'est quelqu'un qui est impliqué dans le football depuis longtemps. Très bien. Alors, on va juste corriger, il ne s'agit pas d'une élection, mais Guy, parce qu'on va juste les désigner. Pardon, excusez-moi. Voilà, c'est ça. Alors, il faut dire aussi que ce sont des supputations qui relèvent des internautes, ou alors c'est quand même des indiscrétions assez sérieuses sur les deux visages. Non, c'est des indiscrétions assez sérieuses, Sam, parce que les deux personnalités, on les a vues monter, descendre. Ils ont été consultés. À la primature, tout à fait pour le même. Et ils disaient également que comme ils font partie du comité d'organisation de la Coupe des Nations, ils y allaient pour cette réunion-là, il fallait aller se déployer pour voir à quel niveau se trouvent les infrastructures. Mais bon, on ne sait pas. Mais toujours est-il que des deux personnalités, Sam, de mon point de vue, l'une des deux devient président, ça m'arrangerait. Et on a déjà même dit, il y a une source très très formelle qui dit que le président sera une personnalité qui réside au littoral. Donc les deux résident dans la région du littoral. L'une des deux, vraiment, ça m'arrangerait. Que les deux soient dans le même comité m'arrangerait encore davantage, Sam. Parce qu'au moins, les deux personnalités ont montré. Maintenant, c'est vrai, la gestion, lorsqu'on vous confie des choses où l'épée de Damoclès politique pèse sur vous, c'est une autre paire de manches à gérer. Mais au moins, jusqu'aujourd'hui, ces deux personnalités-là, Gilbert Kadji et Joseph-Antoine Bell, nous ont montré quand même quelques lignes, quelques approches qui pourraient nous amener à penser qu'avec eux, au comité de normalisation, au moins les textes qui régissent le fonctionnement du football seront bien élaborés. Alors moi je ne donnerai pas un chèque en blanc à Gilbert Kadji. Je ne vois pas trop ce qu'il a fait, hein, parce qu'au-delà de ce qu'il a été à la tête de la KSA, son implication dans les combats pour la bonne gouvernance du football vraiment est à peu près nulle, ou sinon absente. Bon, maintenant sur son image, c'est bien. Bon, alors il faut que cette affaire revienne à Joseph-Antoine Bell, on est d'accord, parce que ça fait depuis des années qu'il se bat, on voit toute son envie, donc il faut surtout que ce soit lui. Si on n'a pas pu accéder depuis des années, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé en cela une légitimité à cette action. Pourquoi c'est maintenant qu'on va lui donner point d'interrogation? Non, pour l'instant, c'est une gestion provisoire. Je suis d'accord, Sam Sévérin, mais entre-temps aussi, lui aussi il a d'autres visées. Il visait être président de la FECAFOOT. N'oublions pas ses rêves, que celui qui prend les rêves du président du comité de normalisation oubliera le rêve de devenir président de la FECAFOOT. Est-ce que quelque peu on ne veut pas aussi l'éloigner de ce poste? Attention. Est-ce qu'on ne veut pas l'éloigner de son rêve de devenir président de la FECAFOOT? Pourquoi l'amener là, vers la normalisation et l'éjecter par la Parce que la normalisation, c'est un enjeu important, c'est déterminant. C'est là où tout se joue. Donc on a besoin de quelqu'un qui va nous garantir une meilleure organisation de la prochaine élection, puisque la première normalisation a échoué. Donc il nous faut une personnalité de poigne qui est préoccupé par le devenir du football camerounais. C'est-à-dire, même lorsqu'il sollicitait à être président de la FECAFOOT en 1996, c'était précisément parce que le président de la FECAFOOT était, permettez l'expression, un Manitou dans l'organisation du football. Maintenant, si ça commence par le comité de normalisation,
ce ne serait pas mauvais qu'on lui confie le comité de normalisation. Tout à fait. Alors, tendance, sur les deux visages, tu aimes les deux. Oui, j'aime les deux, mais je suis dans la base du choix. Ça, mais le meilleur gagne. Parce que c'est un peu comme un match où il y a un perdant ou il y a un gagnant. Mais je propose que s'il y a le président, si quelqu'un gagne parmi eux, on met l'autre comme son adjoint. Lui, vraiment. D'abord, les deux sont des bons amis. Voilà, c'est pour ça que je dis que je vous aime, vous deux. Donc, celui qui gagne, le meilleur gagne, et celui qui a gagné, on met l'autre comme son adjoint. Voilà, je voudrais juste signaler à l'intention de Megui que nous restons en repérage. Si la nouvelle arrive durant la production de cette émission qui est en live, on fera le devoir de vous la projeter aussi, de vous l'indiquer. Il n'est même pas exclu que ce soit ni l'un ni l'autre aussi. Il y a d'autres noms qui sont avancés. Voilà, tout à fait. Donc pour... je réagis à propos? Oui, allez-y. Mais moi, je dirais que j'ai pas de problème avec les deux profils pour moi. C'est vrai que depuis hier, on citait d'autres noms comme Jérémy, Djitap, oui. Bon, selon ce que j'ai lu, aussi, il se pourrait que ce soit les deux noms qui soient vraiment... qui reviennent tout le temps. Donc, c'est eux qu'on suspecte d'être, en fait, parmi les deux qu'on aura sûrement le président de la normalisation. Mais vous oubliez de préciser aussi que Abdourahmane a décidé, a dit qu'il guette. Si on met la mauvaise personne, il relance le débat. Bon, il y a le nom de Prosper Koumfondo aussi, qui est, puisqu'en plus il est un universitaire, bon, maintenant, je ne sais pas trop. Il faut dire qu'il y a quand même des gens qui ne voudraient même pas qu'on les nomme à ceux, parce que justement, dès qu'on te nomme, ça te disqualifie pour la présidence de la FECAFOOT. Donc, il paraît, ce que j'ai lu quelque part sur la page d'un journaliste connu, c'est que, justement, il y a une tactique qui est donc mise en place par certaines personnes pour évincer des gens justement du poste de président de la FECAFOOT, tel que Bell, c'est-à-dire qu'on le propulse là, il faut qu'il soit président de la normalisation pour l'évincer. C'est pour ça que moi je rappelle que la normalisation c'est quelque chose de bien trop important. Vraiment la personne qui va hériter de ça a entre ses mains la responsabilité lourde de faire revenir la sérénité dans le football. Je crois que c'est même plus important que de... Parce que cette personne va rentrer dans l'histoire, là où des agrégés ont échoué. Et toutes les autres celui qui n'a pas consommé la cola de Léon ne peut pas savoir que ça fait couler les larmes. Pour dire, Sam, que vous ne pouvez rien faire tant que c'est piloté par le cabinet noir. Oui, ils seront toujours tenus. Sam Sévérin, ne nous éloignons pas de ce fait. Je suis d'accord avec vous que nous voulons le changement dans le football camerounais, mais je voudrais que ça soit fait de manière vraiment délibérée et que ce soit les responsables de la FIFA qui ont le choix, pas sous proposition d'un cabinet noir. Parce qu'on sait qu'on a convoqué Samuel Eto'o, Djitap, Gobert, parce qu'ils sont proches de toutes ces instances fêtières pour infiltrer les noms. Mais que non. En tout cas, je peux vous garantir, Charles qu'à ce jour, les gens de la CAF et de la FIFA, les nouvelles équipes au niveau de ces deux instances sont plutôt assez indépendants, assez au-dessus de toute forme d'influence. Voilà, donc la suite. Voilà donc la suite, c'est du côté de la mairie de Douala 1er où un détournement de fonds publics aurait donc été déclaré et au banc des accusés en particulier le maire Lengue Malapa, donc qui, pendant le conseil, aurait été accusé de détournement de fonds publics au sein même de sa mairie. Donc ce dernier subit des accusations selon lesquelles il aurait fait des achats de maisons du côté d'Aquanor, je crois, ou du quartier Sable, en payant cash comptant, comptant la somme de 44 millions pour une maison, et qu'il aurait dépensé près de 83 millions aussi en billets d'avion, en première classe. 20 billets d'avion première. Voilà, pour ces déplacements. Donc on laisse l'info évoluer et puis on y reviendra sûrement dans des prochaines éditions. Pourquoi vous ne voulez pas commenter l'info? Non, si, pourquoi pas? Non, j'ai dit qu'on laisse pour plus. Ça me fait... On parle de 400 et plus. 456 millions de francs CFA détournés par Lengue Malapa. Voilà. Il n'y a pas encore toutes les preuves. Sam Sévérin, ce qu'il a lieu de dire, c'est que ça a éclaté en plein conseil. Oui, donc, ce n'est pas une histoire où les gens se sont cachés
pour le lui dire. On a parlé de son secrétaire qui a acquis dans des maisons. Non, c'est démontrer la gestion, Sam Sévérin. C'est démontrer l'ombra que certaines personnes ont dans ce pays. Nous avons un maire qui ne parle jamais. Le maire Lengue Malapa qui ne sort jamais, qui donne le moins d'interviews possible, le maire qu'on interpelle toutes les fois sur la qualité de la gestion. Nous sommes dans une zone, nous sommes dans Douala Premier, mais regardez un peu la ville de Douala Premier. Comment comprendre que dans une zone où une mairie a pratiquement tout concentré, toutes les radios et télévisions sont dans Douala Premier. Par exemple, je vous dis très simplement, dans Douala Premier, l'ensemble des entreprises les plus importantes de la ville de Douala sont dans Douala Premier, mais que nous ne serons pas à même de pouvoir avoir un service d'hygiène de qualité. Nous ne sommes pas à même d'avoir un service de qualité, même dans le drainage, c'est grave. Alors, il faut dire que le scandale a été levé par le conseiller MP du mouvement progressiste Hilaire Zipan, qui au passage aura reçu à l'occasion le soutien de la tutelle de ces communes-là, représentée ce jour-là par le préfet Joseph Bertrand Maché. Joseph Bertrand Maché qui a dû être même un tout petit peu bâillonné, parce qu'on n'a pas souvent voulu lui donner la parole au cours de ce conseil-là. Monsieur Lengue Malapa avait au passage le soutien étonnamment d'un autre conseiller SDF, monsieur Jamen Célestin. Mais à l'occasion, la position prise par M. Zipan a été encouragée et suivie par le préfet, et c'était quelque chose d'assez rare. Oui, quelque chose d'assez rare, sans parce qu'il s'agit ici, bon, je ne sais pas si c'est le détournement de fonds, mais je pense que le préfet, comme il était là, il va diligenter les enquêtes, parce que c'est lui qui est la tutelle de la commune, et il a assisté personnellement. Il s'agit généralement, en fait, d'un excédent budgétaire, c'est-à-dire que l'exercice 2012 est terminé avec de l'argent resté dans les caisses, pour qu'on se comprenne bien. L'exercice 2013 termine avec l'argent dans les caisses. L'exercice 2014 termine avec l'argent dans les caisses. Maintenant, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous sommes presque à la fin du mandat aujourd'hui, parce que les élections, en principe, c'est l'année prochaine. On voudrait donc faire que tous ces excédents budgétaires soient reversés aujourd'hui et budgétisés. Non, ce n'est pas normal. C'est-à-dire, on aurait dû, au début de chaque exercice, regarder l'excédent budgétaire de l'exercice précédent pour le reverser. Lorsqu'on veut apporter cela, maintenant, ça devient un cas de détournement. Or, le préfet est venu pour dire que si le conseil municipal essayait d'adopter ce genre, comment je vais dire ça, de cumul de budget pour le reverser ici, non, il allait suspendre tout le conseil municipal. Et il avait raison, selon la législation. Donc là, pour une première fois, j'apprécie. Donc une nouvelle ère peut-être dans la plupart des conseils municipaux qui se tiennent, parce que très souvent c'est avec les applaudissements de tous les préfets qui arrivent. Ce préfet, vraiment, il est venu pour ce cas précis, remettre de l'ordre. Maintenant, il ne faut pas qu'il se limite à ça, Sam. Justement, qu'il aille jusqu'à voir où est cet argent. Tout à fait. Où se trouve cet argent. D'où je pense qu'il faudrait lancer un audit. Absolument. Il faudrait un audit. C'est donc je crois qu'il faut qu'on audite toutes les mairies. Je crois que cela ne s'arrête pas seulement à Douala Premier, qu'on audite toutes les mairies. Vous allez vous rendre compte que là où on applaudit, même là où on applaudit, cherchant à tuer les moustiques, on est en train de cacher beaucoup de choses. Donc j'estime, Sam Sévérin, que pour la première fois, est-ce que vous savez pas, la dernière fois, lorsqu'on parlait du cas de la mairie de Douala 3 qui était en pleine implosion, la mairie de Douala 1er se préparait à imploser. Il a tout fait pour calmer tous les conseillers. Dieu seul sait comment et quelles sont les techniques qu'il a usées pour pouvoir calmer et éviter. Aujourd'hui, cela lui est revenu en plein conseil. Je pense que si un conseiller ose le dire, il a toutes les preuves. Donc il faudrait qu'on lance un audit au niveau de la mairie de Douala 1er pour avoir toute la clarté et enfin de rendre compte véritablement aux citoyens de cette municipalité. Voilà, bon, les filles, on va passer à autre chose. Merci. C'est parce que le montant là me fait peur, Sam. Oui, c'est vrai. Le montant là me fait paniquer. Jean-Jacques Lengue Malapa, le maire de la commune d'arrondissement de Douala 1er, sur le grill, donc il a vu l'une de ces manœuvres stoppée net par le préfet Joseph Bertrand Maché au cours d'un dernier conseil qui s'est tenu. Et ce sont les internautes qui nous ont permis de rebondir sur cette information qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Nous, on n'en a pas terminé, on prend la suite avec interpellation. L'aide nouvelle de développement du pays, c'est que la monnaie devient de plus en plus rare. Là, par rapport aux années passées, quand vous achetez quelque chose et que vous donnez un billet de 10 000, il faut
parcourir au moins 2 km pour chercher la monnaie pour vous rembourser. Quand vous donnez 10 000 francs pour acheter un objet de 5 000 francs, avant qu'on peut vous rembourser facilement. Mais quand l'objet coûte 2 000 francs, ce n'est pas facile pour vous rembourser. Je propose qu'on essaie de voir la situation des monnaies. La monnaie, les jetons surtout. Et qu'on dise que c'est les Chinois qui vont fabriquer les pièces avec les bijoux avec ça chez eux. Voilà. Voilà, merci. Tendance sur la monnaie, il y a des difficultés à trouver de la petite monnaie. Hein. Vous partez à la station. Partez à la station service, mais sachez que pour changer 10 000 francs, on vous coupe 100 francs. 200. On vous coupe pièces. Pour moi, les stations où les gens souvent me coupent pièces, mais les stations où j'arrive, je dis que l'ordre vient de très loin, faites-moi la monnaie, ou j'appelle madame, ou j'appelle la gérante ou le gérant. Je laisse un peu le souci ensemble. Parce que 100 francs sur 10 000 francs, c'est beaucoup, ou encore 200 francs, c'est beaucoup. Maintenant, les pièces jaunes sont allées où? Point d'interrogation. C'est quand tu vas me payer la lumière, qu'on te trouve encore les pièces de 10 000 francs, alors qu'on ne voit même plus les pièces là. Pour ce comment, moi-même je suis dépassé. Mais si vous voulez la monnaie, partez à la station avec 10 000 francs, vous faites la monnaie 10 000 francs à 200 francs. C'est les gars de la station qui profitent. C'est ce que les gars me disaient souvent. Donc, la chèvre bout de là où elle est attachée, surtout quand la corde est longue. Et au pays, on sait que ça se mouille. On mouille les barbes avant de traverser. Mais avant qu'on en arrive là, où est le problème, Charlemagne? Pourquoi il y a... Alors, le problème vient du fait justement que lorsque vous entrez, et si j'ai bien suivi, vous rentrez dans les boulangeries, vous entrez dans les services comme Eneo, sans publicité, comme Watt et tout, vous allez régler. On vous dit votre facture coûte 456 francs. En principe, on va vous rembourser 4 francs. Si vous avez donné de l'argent, 456 francs, on va vous rembourser 4 fois 44 francs CFA. Lorsque vous attendez recevoir ces 44 francs CFA, cela ne vient jamais parce qu'on vous dit qu'il n'y a pas de petite monnaie. Vous entrez dans une boulangerie, vous allez faire des achats. Lorsque vous sortez, on dit il manque 25, nous n'avons pas 25, nous n'avons pas 40 francs à vous donner. Vraiment, monsieur, on peut vous la noter, vous reviendrez chercher. Voilà ce qui pose le problème. En plus de cela, nous avons notre fait que nos amis venus, n'est-ce pas, de l'Empire du Milieu, ils ont érigé des jeux vidéo que vous voyez un peu partout dans les garages, dans les stations-service. Vous retrouvez ces petits jeux partout qu'on joue à 25 francs avec des pièces jaunes. Lorsque vous arrivez, il faut 4 pièces de 25 francs, vous lancez à l'intérieur. À la fin, vous ne vous retrouvez plus avec les pièces puisque cet argent sont stockés, récupérés et on ne sait où cela est reversé. Voilà pourquoi les gens disent que les pièces jaunes, les petites pièces, la monnaie a disparu véritablement sur le marché. Plus vous allez dans le marché, plus vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas, on ne vous rembourse pas des jetons parce qu'il n'y en a pas. Bon, Bégan. Oui, mais non, c'est la principale en réalité, c'est la disparition de la monnaie, même dans le taxi, vient de ce fait-là. Il faudrait interroger les autorités, mais je ne sais pas si c'est la COBAC ou bien le ministère des Finances, ou tout, mais davantage le ministère des Finances, qui doit chercher à avoir la force publique pour aller enquêter auprès de ces Chinois. C'est eux qui stockent cet argent-là. Donc, généralement, cet argent doit être réinjecté dans l'économie, dans le marché, mais ce n'est pas le cas. Mais est-ce que c'est ce qui peut justifier ce que Tendance disait? C'est pratique. Non, la pratique où je viens changer 5 000, on vous prend 100 francs, 10 000, on vous prend 200 francs. Non, c'est pas ça. Parce qu'au moins, quelques pièces existent. Mais maintenant, la pénurie qui existe depuis 1 an au moins, c'est dû au fait que nos amis chinois stockent la monnaie. Et quand tu parles chez le marabout maintenant, non, Sam, avant, quand tu partais chez le marabout te consulter, je sais que les gens vont dire que tu passes ton temps chez le marabout. Vous-même, vous partez. Vous partez chez le marabout. Avant, quand tu partais chez le marabout, on disait que pour te consulter, c'est 510 francs. Maintenant, ils ont les stratégies. Qu'est-ce que tu peux faire chez le marabout? Comme quoi, Sam? Je ne vais pas chercher ma vie. Je ne vais pas chercher ma vie. De deux, maintenant quand tu arrives, on te dit la consultation c'est 1000, on te dit que la consultation c'est 1100 francs. Donc les 5 francs, les 10 francs là, il n'y a plus, même le marabout ne voit pas. Ça me regarde, je ne te manque pas. J'ai ma voisine qui dort chez le marabout. Mais si on me demande à qu'elle part à l'église, tu manques. On m'a dit que tu étais chez un marabout à Makapé Misoké. C'est là fief. Très bien. Ça, c'était pour les petites monnaies. Mais je ne sais pas si on peut pousser la réflexion plus loin et imaginer un monde où il y aurait de moins en moins de la monnaie qu'on touche, la monnaie physique, pour déboucher aujourd'hui sur la monnaie, je ne sais pas, virtuelle, qui est à la mode désormais. Ou bien un système de paiement aussi à la carte aussi, pour qu'on n'ait pas à manipuler les pièces, les billets tout le temps. Ben, ce ne serait pas plus mal non plus. Hein. Ce ne serait pas plus mal parce qu'aujourd'hui, il faut dire que ça aide beaucoup de personnes. Ça nous sauve de pas mal
d'inconvénients, des braquages, où vous pouvez désormais marcher avec votre sac à main, vous n'avez pas d'argent, mais vous avez de l'argent sur votre compte sans publicité, en fait. Je ne vais pas citer, on sait très bien comment ça se passe, et vous vous arrêtez à une station pour prendre l'argent que vous allez utiliser, voilà, la somme d'argent, que de marcher avant, comme avec 400 000, 500 000 et tout. Mais pour ce qui est de la monnaie actuellement, je ne sais vraiment pas comment justifier la pénurie des pièces de monnaie aujourd'hui dans le circuit financier. Il faut dire quand même que ces pièces de monnaie, en fait, ça a été changé, je crois, sur le plan physique. 5 francs aujourd'hui est vraiment petit comme ça. On a eu un Même les franc. boulangers refusent ça. Voilà, et justement, il y a ça. Je voulais y arriver. Quand vous arrivez au marché, vous voulez payer quelque chose. Quand vous donnez des pièces de 5 francs, de 1 franc, de 2 francs, le commerçant refuse de les prendre. Il refuse de les prendre. Donc ça veut dire que c'est pratiquement des pièces qui ne servent à rien. Moi, je me rappelle dans ma voiture, j'avais tout un lot de pièces de 5 francs. Parce que justement, tu vas aller faire un achat, le commerçant refuse de prendre ces pièces-là. Qu'est-ce que tu fais? Tu les cases dans un coin et tu te retrouves avec, je ne sais pas moi, 1000 francs en pièces de 5 francs, 5 francs. Mais si tu vas avec ces 1000 francs-là en pièces de 5 francs acheter quelque chose, on refuse de prendre. Merci beaucoup, c'était donc interpellation. Et la suite, c'est avec Vergeture Off pour en parler dans quelques petites minutes. Vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures, heureusement, il y a Vergeture Off. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeture Off favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeture Off, vous ne tâcherez plus jamais votre belle peau. Vergeture Off repart et protège. Vergeture Off, le miracle du cosmétique. Voilà donc avec nous ce matin, Madame Mariette, bonjour. Bonjour Sam, bonjour Chalamel, bonjour Mbombok. Honneur aux hommes aujourd'hui, sinon ils ne vont pas nous amener en week-end. Hein. Voilà. Mariette, je te vois. Alors la nouvelle de ce vendredi que vous nous apportez. Alors, toujours de bonnes nouvelles. Bonjour chers téléspectateurs, où que vous trouvez. Je reviens ce matin avec de bonnes nouvelles. Vous qui avez de la peine à vous rendre à la plage, vous qui avez de la peine à porter des démembrés ou alors des courtes manches comme Meggy et Tendance, vous qui avez longtemps acheté des crèmes sans solution, je peux vous rassurer aujourd'hui que Vergeture Off est là, la crème miracle, pour résoudre tous vos problèmes de vergeture. Terminer le stress de vergeture. Alors, qu'est-ce que c'est Vergeture Off pour ceux qui découvriraient le produit pour la première fois? Alors, pour vous qui découvrez le produit pour la première fois, Vergeture Off est simplement cette crème miracle qui élimine efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps. En plus d'éliminer efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps, autant pour moi, elle stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de la peau. Elle régénère les cellules du corps. Elle hydrate en profondeur. Donc, vous utiliserez Vergeture Off non seulement pour les vergetures, mais pour une parfaite hydratation de la peau. Et vous rappelez le mode d'utilisation? Alors, comment utiliser Vergeture Off pour éliminer les vergetures sur l'ensemble du corps? Il suffit simplement de nettoyer la zone problématique, prélever à l'aide d'une spatule une quantité généreuse de produit que vous allez appliquer sur les vergetures comme une peinture à doigts. Vous masserez pendant 2 à 3 minutes jusqu'à obtention d'une chaleur. Vous utiliserez des mouvements circulaires jusqu'à obtention d'une chaleur. Preuve que le produit a effectivement pénétrer. Par ailleurs, évitez d'associer Vergeture Off avec des produits éclaircissants. Et avant de commencer l'utilisation de Vergeture Off, prenez toujours la peine de filmer avant et après, car c'est vous qui appréciez les résultats. Donc ça, c'était au niveau des toutes petites recommandations pendant l'utilisation. C'est bien ça? Ok, très bien. On va maintenant rappeler juste les points de vente à travers le Cameroun. Alors, Vergeture Off étant tellement sollicité, nous sommes débordés. Donc, nous allons citer quelques points de vente. Nous avons Vergeture Off dans tous les magasins Santa Lucia et Maïma de Yaoundé et Douala. Nous avons Vergeture Off dans les supermarchés Yat du côté de Bafoussam. À Maroua, nous avons Vergeture Off dans la parfumerie Moutardabo. À Garoua, nous avons la parfumerie Kaka. À Ngaoundéré, nous avons la parfumerie Bito. À Bertois, la parfumerie Famille Boutique. À Ibolova, parfumerie Abdou. À Mbalmayo, parfumerie Madonna. Du côté de Bonamoussadi, JP Parfumerie. Du côté de Lopom,
Parfumerie Camdem, du côté du marché central, Parfumerie Momi et Tata Solange. Alors, pour ceux qui désirent avoir plus d'informations, allez taper simplement sur notre page Facebook ou alors appelez le 694 88 84 57, 694 88 84 57 ou alors le 680 00 28 28, 680 00 28 28. Merci. Merci bien, c'est entendu et à la prochaine occasion. Merci Sam. Savez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergiturof, votre crème anti-vergitueux fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergiturof favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergiturof, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergiturof repart et protège. Vergiturof, le miracle du cosmétique. Voilà, merci beaucoup. Donc, avis à toutes les dames qui seraient intéressées par ce produit-là. Nous évoluons vers la fin de ce programme avec quelques autres messages avec vous, Meg. Voilà, donc le délégué du gouvernement a vendu les toilettes publiques, c'est ainsi qu'il a vendu tous les terrains. C'est un vendeur. Pour le cas d'un Consamba, bien sûr. Ok. Voilà, nous les salariés ne recevons plus des petites coupures au guichet des banques. Quand le kilogramme de café coûtait 440 francs, le sac d'engrais était à 2100 francs. Aujourd'hui, café à 700 dévolus et engrais à 18 500. Les pesticides distribués avant vendus cher aujourd'hui. Oui, absolument, c'est pour ça que je vous parle. Lorsqu'il y avait le FONADE, effectivement, il y avait une sorte d'équilibre entre ceci parce qu'il y avait une politique agricole. Par exemple, nous sommes au mois de septembre. Aujourd'hui, la rentrée, c'est ce qu'on appelle de la saison cacaoyère. Vous voyez, tout le monde était gai. Et l'ONCPB qui donnait, en plus d'avoir acheté bien, vous avez des pesticides et tout ça, mais également des ressources. Donc, comme vous distribuez aujourd'hui, tout a foutu le camp, malheureusement. Le kilogramme de cacao est vendu à 1200, voilà. 25 grammes à 150 de chocolat. Voilà, c'est vrai que ce sont les Chinois qui prennent toutes les pièces de monnaie et c'est très grave, Jean, depuis Mbalmayo. Les Chinois. Oui, les Chinois. Là, il faut que vous n'avez pas encore vu ces jeux, vous n'avez pas encore vu ces jeux qui sont devenus légion aujourd'hui dans les quartiers, même dans les endroits où on répare les bensikins, vous allez vous retrouver les motos. Vous allez voir ces jeux, c'est petit, c'est un peu rectangulaire, la forme rectangulaire, en fait perpendiculaire, bleu, avec des lumières qui scintillent. Vous allez voir des jeunes enfants s'agglutiner là, c'est l'initiation déjà aux jeux de hasard là. Désolé d'avoir pris le train en marche, seulement je pense que si la femme a pris ce crédit scolaire pour d'autres fins, sans dire à son mari, c'est peut-être parce que connaissant son mari et subissant la pression de sa famille, elle n'avait pas le choix. Toutefois, il n'est pas question de parler de divorce parce que monsieur aussi fait souvent des cachotteries. Mon mari m'a dit ce matin que ce n'est pas tout qu'on dit à sa femme quand je l'ai réprimandé d'avoir prêté 300 000 francs à une supposée inconnue. Je pense donc que la solution est de poser le problème sur la table et d'en discuter calmement et d'en tirer aussi des leçons de vie. Audrey depuis Ezeka. Non, c'est très bien, mais il faudrait savoir que c'est d'abord l'homme. Quand quelque chose de mal vous arrive, vous vous détournez vers votre mari. Quand le mari arrive, c'est votre mari. Ça veut dire que lorsque ça va bien, vous vous dites, non, là, le mari n'agit plus. Non, nous prenons le dialogue en couple, c'est le dialogue, c'est la parfaite harmonie que nous préconisons. Mais laissez l'homme rendre public la décision prise de commun accord. Jules depuis Yaoundé, les Chinois font fondre ces pièces pour fabriquer des bijoux. Là, nous avons Interpol, nous avons la police, c'est les forces de maintien de l'ordre qui peuvent nous aider. Je crois que la première action qui devrait être menée, c'est rendre d'abord publique cette fameuse convention sino-camerounaise, ensuite donner la possibilité à nos forces de maintien de l'ordre de passer, de fouiller, ici il faut le préciser comme ça, tous leurs domiciles et en plus d'identifier tous ceux de cet empire du milieu qui sont au Cameroun et les raisons de leur présence. Je vous êtes sûr que le délégué général de la sécurité nationale n'a pas une mouture de ce qu'on a. La première chose, je vais vous répondre en disant qu'il n'y a pas longtemps, on a attrapé au niveau de l'Est Cameroun presque 17 Chinois qui étaient dans le trafic artisanal de minerais sans aucun document officiel sur eux, ni carte de séjour.
Bonjour le panel. Toutes les élites que vous avez citées ne sont pas forcément de Konsamba, mais du Mungo. Le seul natif de Konsamba n'avait pas voulu le développement de cette ville, à savoir Ekwabi et Wane. Les brasseries de Ndokoti devaient se retrouver là-bas, mais les autochtones n'ont pas voulu céder les terrains. Voilà quelqu'un qui connaît bien le sujet. Oui, tout à fait. Les 4 premières villes après l'indépendance sont Boya, Douala, Konsamba et Zeka. Tout à fait. C'est ce qui a été dit ou pas? Ezeka, oui, Ezeka avec l'usine, avec, comment on appelle ça, le Sokapalm. Ça a commencé par Hiro, c'est devenu Sokapalm. Il a raison, effectivement. Konsamba et Ezeka allaient être des villes industrielles, pendant que Douala, ville économique, et Yaoundé, capitale politique. C'est comme ça que c'était orienté, effectivement. Il a raison. Moi, je suis du Mungo, mais il y a d'autres villes, justement, dans le Mungo qui se développent plus que Konsamba. Donc, cette ville est abandonnée à elle-même. Il riche Jean à Loum. Aucune ville s'est développée par le même de Loum. ASC Loum s'est développé. On reverse le produit. Nous arriverons sur le projet de Loum. Non, aucune. On met en route. Alors, il n'y a rien à comprendre, c'est juste que le système est tel que ceux qui gèrent cette ville servent seulement leurs intérêts personnels et s'en foutent de tout le reste. Mystère depuis Baminda. Moi, je pense que de la part de tous ceux qui gèrent et qui ont démontré leurs limites, le peuple a la possibilité de ne plus les choisir, il me semble. Voilà. Lors des prochaines élections, toutes les mairies, il faudrait que de nouvelles personnes s'activent à pouvoir investir ces mairies-là aujourd'hui, y compris dans la plupart des informations. Il faut que le citoyen camerounais commence à procéder par ce qu'on appelle vote sanction. Vous partez au vote avec votre bulletin de vote en disant « Je ne vote pas ceux qui m'ont amené dans la misère », quitte à voter les autres. Mais vous dites on élimine d'abord ceux qui nous ont plongés dans le gouffre. D'abord, procédons d'abord comme ça. Mais c'est difficile parce qu'en attendant la décentralisation, il y a les super-maires que sont les délégués du gouvernement. Eux, ils ne sont pas élus. Ils sont toujours nommés par les chefs d'État. C'est la raison pour laquelle nous avons interpellé les chefs de l'État qu'il serait temps pour lui, après les préfectorales, à nettoyer véritablement ces communautés urbaines. D'où vient-il qu'une grève comme celle-là va perdurer sans que je prenne celle de la communauté urbaine de Douala, sans que Tonen engage une médiation, voir ces gens qui sortent tous les jours, venir avec leurs enfants, leurs épouses, les faire venir s'asseoir là, gréver, parce qu'ils ont fait les enfants ne vont pas à l'école. Je crois que même ne serait-ce qu'un bon père, il sera arrivé en disant on va trouver un début de solution du moment que vos enfants puissent aller à l'école. Le reste, nous allons négocier, mais que non, c'est le bras de fer. Vous avez une ville comme Konsamba qui est dans une décrépitude trop pas avancée, Sam, je peux vous assurer. Le nid de poule, ni d'éléphant, ni de mammouth, la saleté à nul autre pareil. Est-ce que ce délégué a véritablement un budget d'investissement? Est-ce qu'il ne fonctionne pas avec un budget de fonctionnement? Il faut tout savoir, ça. Non, le délégué de gouvernement a la même possibilité que les ministres de lever les fonds. Il a la possibilité d'aller à la Banque africaine de développement, à l'Union européenne et partout. Donc les mêmes institutions qui prêtent à l'État du Cameroun, il peut lever les fonds auprès de ces institutions. Maintenant, il faut que les conseils municipaux de ces régions-là, comme disait Sam tout à l'heure, si à Douala, en Konsamba, les grands conseillers étaient de l'opposition, et que ces militants de l'opposition ne se comportent pas comme Célestin Djamel l'a fait dernièrement, ça allait donc bloquer le processus, effectivement. Et là, ça allait mettre le délégué du gouvernement en porte-à-faux avec le développement de sa ville. Okay. Voilà, bonjour à tous. L'attitude des patriarches ne surprend personne. C'est l'arbre qui cache la forêt. Ils se positionnent juste pour l'après-Bia et oublient qu'ils ont participé à faire sombrer le Cameroun depuis 34 ans. C'est vrai, c'est passé. C'est ce que dénonçait Ateba Yéné. Parce que demain, ils vont se dire, ah oui, nous on vous disait même que le président, nous-mêmes, il nous avait abandonné. Il avait sa clique de gens, alors qu'au départ, il avait soutenu, effectivement. Et donc placer le pays dans un état de Batoustan. Mais l'autre l'a dit, l'autre l'a dit, je pense bien, Zibili a dit que les élites du Fundi ont été les parents pauvres du système de ce régime pendant 35 ans. Il peut justifier l'après-Bia. Voilà, bonjour, nos épouses sont nos reines et maîtresses de nos maisons. Absolument. Tout homme digne de ce nom doit accepter la plénitude de la sagesse et l'intuition qu'elles ont. Si Dieu te donne un ordre par la bouche de ta femme, soumets-toi et ta couronne de chef aura un diamant de plus. C'est ce qu'on dit, ma sœur. Vous êtes avec nous. C'est ce qu'on dit, effectivement. Mais pour revenir sur le cas des élites, disons, s'ils disent qu'ils ont été les parents pauvres pendant toutes ces années,
il me semble bien qu'ils ont contribué à asseoir ce régime en Absolument. l'encourageant. Voilà. Donc ils ne peuvent pas venir au crépuscule de celui-ci nous dire que... Vouloir te dédouaner. Voilà, je crois que ça ne marche pas comme ça. Ils doivent être comptables de ce bilan-là. Je vais plus loin. Ils disent que les régions, ils ont été des parents pauvres pendant les 35 années de ce régime parce que l'électricité, les routes, les voies d'accès, ils n'en ont pas. Mais je tiens à rappeler que ce sont eux qui ont été les règles. Donc si vous faites un tour dans le village long, chez Charles Nanawana, un monsieur qui a été pendant longtemps ministre dans ce pays, vous allez vous rendre compte que même chez lui, la route qui va chez lui est cassée. Il n'a jamais pensé au développement de chez lui parce qu'il ne se considère pas comme les élites du coin. Très bien. Autre message, oui. Mais voilà, donc cet autre message qui nous dit, par rapport à l'histoire du jour, certes, cette femme a mal agi, mais son mari devrait lui pardonner, auquel cas il ne l'aime pas. C'est juste là, depuis Boya. Vous, au moins, vous parlez bien. Il n'y a pas l'amour. Il ne m'aime pas. Pourquoi il va toujours s'appuyer sur ça jusqu'à il parle du petit doit se prolonger, programmer. On est donc, merci Megui, à la fin, tendance, puisqu'on parle d'amour, c'est le week-end. Est-ce que tu aurais quelques suggestions à faire en direction de tous ceux-là qui vont passer ce week-end? Les gens qui vont prendre la route, Arcelou, Douala, Yaoundé, soyez prudents, ne buvez pas, ne prenez pas l'Ombanga parce qu'on vous connaît. Vous dites que non, c'est quand je bois, c'est quand je pars au ghetto que je conduis bien. J'entends encore qu'il y a eu accident sur l'Arcelou, Douala, Yaoundé. Je vais donner l'autorisation au gouvernement, on va me bloquer toutes les agences qui font les accidents sur nos routes. On veut vivre en paix dans ces pays, donc soyez prudents. Moi, on ne m'invite même pas à un mariage, personne ne veut plus se marier. Je fais quoi qui je suis sûr qu'on m'a attaché. Je suis sûr qu'il y a des filles qui m'ont attaché. Je sais pourquoi ils disent ça, maman. Détachez-moi, libérez ma vie, libérez mon esprit. Comment? Ça me dit, passe à la maison que j'ai fait quoi qui. Voilà. Merci beaucoup. Au nom de la liberté de critiquer, nous allons nous attarder sur le cas des communautés urbaines qui sont instituées à Garoua et Bolova, et Déa, Yaoundé, Douala, Nkonsamba, entre autres Bertois, pour tenter de questionner leur rôle depuis que ces communautés ont finalement reçu du chef de l'État l'onction de gérer à la place des maires les cités pour lesquelles ils sont placés comme responsables. Aujourd'hui, la décentralisation, monsieur le chef de l'État, que vous avez décrété sur du papier dans la Constitution, n'a jamais pu être implémentée parce que vous avez choisi de mettre au-dessus comme une épée de Damoclès de ces mairies-là, les délégués du gouvernement qui sont dans des super maires. Très peu de résultats à l'arrivée. La preuve, c'est que au bout du compte, on s'aperçoit même que certains d'entre eux, confortés par ce pouvoir exorbitant que vous leur avez concédé, en profitent même pour martyriser, y compris leurs propres employés. Pour le cas de la ville de Douala, c'est nettement plus alarmant, puisque non seulement le délégué ne reverse pas les centimes communaux qu'il devrait reverser donc au niveau des mairies d'arrondissement, rattachés à sa communauté, mais en plus maintenant, il semble ne plus vouloir respecter même les textes qui fondent le fonctionnement de son institution. À croire que c'est vous-même, président de la République, installé à la tête de notre État, qui avez voulu que cela se passe ainsi à travers l'inertie dont vous faites montre. Pourquoi est-ce que vous choisissez de laisser très longuement à la tête de ces instances-là des personnes qui ont depuis très longtemps fait la preuve et étalage de leur incompétence? C'était en guise de critique, mais une critique bien gentille, en guise de suggestion pour cette fin de semaine. Merci beaucoup, c'était le Génie. Très bon week-end, à la semaine prochaine.